Coucou Abdel, j'espère que tu vas bien. Au programme aujourd'hui, on va encore parler d'analyse fondamentale, on va parler de l'écosystème, principalement autour d'Ethereum, je pense, de Starknet aussi. Petit rappel pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous écouteront sur la rediffusion. Qui es-tu Abdel? Tu es quelqu'un qui a fait des études dans la monétique, qui a bossé dans la monétique, puis qui a bossé chez Consensus, qui est l'entreprise principale derrière les développements d'Ethereum. Dans un second temps, tu t'es attaqué un peu plus à des chaînes EVM type Polygon, Avalanche. Tu as regardé un petit peu Cosmos aussi. Tu as bossé pour la Key Foundation pendant quelques mois. Et tu as quitté la Key Foundation pour attaquer de bosser pour Starknet. Donc aujourd'hui, tu as un rôle assez crucial chez Starknet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bonsoir tout le monde. Ouais, carrément. Déjà, merci Capet pour l'invite. C'est toujours un plaisir d'être reçu chez toi. Et salut tout le monde, salut l'audience. Je sais que tu as une très belle communauté avec un bon panel de geeks, gamers et crypto-addicts. Donc, c'est un bon mélange, je trouve. Ok, donc qu'est-ce que je fais chez Starknet? Donc, je travaille pour l'entreprise Starkware. D'ailleurs, ça peut être intéressant si on repasse une phase pour clarifier ce qu'est Starknet, ce qu'est Starkware, ce qu'est la Starknet Foundation, parce qu'il y a beaucoup d'entités, il y a un protocole, il y a des entreprises, dans des entreprises à but lucratif, d'autres entreprises non-profit. Je pense que ça peut être intéressant qu'on repasse un petit peu un point là-dessus aussi après. Donc moi, je travaille pour Starkware, donc l'entreprise qui est derrière le protocole Starknet, dont le président est Eli Ben Sasson, l'inventeur des Stark. Et le CEO est Uri Kolodny. Et du coup, moi, je dirige l'équipe d'exploration de Starkware. Donc, l'équipe d'exploration de Starkware, donc l'idée, c'est de créer des projets open source. Donc, on va reparler un petit peu tout à l'heure d'open source. C'est un point sur lequel, moi, personnellement, je suis très attaché. Je trouve que c'est clairement quelque chose qui est très important et en accord avec l'éthos d'un système décentralisé, la blockchain. Mon objectif avec la team d'exploration, c'est de pousser les frontières de la technologie Cairo et Stark, de créer des projets qui sont excitants pour les gens, des builders de l'écosystème. Et l'idée, c'est qu'on build de manière open avec ces gens-là et ils sont rémunérés. Donc, il y a souvent un problème dans l'open source, c'est que l'open source n'est pas payé en général. Et nous, on essaie un petit peu d'avoir un système fair dans lequel les gens ils vont venir contribuer sur de l'open source, mais tout en étant payés. Donc, quand les gens ils viennent, ils contribuent sur les projets, ils bossent avec moi sur les projets, ils sont rémunérés. Et donc, après, l'idée, c'est que ces projets-là peuvent devenir derrière peut-être des business. Donc, les gens de la communauté, ils viennent, nous, on démarre les projets, etc. Et au bout d'un moment, des gens de la communauté vont s'impliquer de plus en plus sur les projets et ils peuvent créer une entreprise qui, après, derrière, va lever des fonds, etc. On a eu un cas qui s'est présenté avec Kakarot, ZK EVM, en Cairo, qui après, c'est un projet que j'ai démarré, qui après, je travaillais dessus avec la communauté. Au bout d'un moment, des gens de la communauté très sérieux ont été impliqués et après, ils ont décidé de créer une entreprise, ils ont levé des fonds, notamment Vitalik a investi dans cette entreprise. Et après, l'idée, voilà, c'est de créer des business dans l'écosystème qui vont eux-mêmes après recruter des développeurs, etc., aider un petit peu à contribuer à faire grossir l'écosystème. Donc voilà mon rôle avec la team exploration au sein de Starkware. Ok. Très bien. Donc, petit rappel au cas où, sait-on jamais, parce que des fois, vous entendez Starkware, des fois, vous entendez Starknet. Starkware, c'est l'entreprise. Starknet, c'est la solution technique qui est mise à disposition de la communauté et des entreprises pour pouvoir développer des roll-ups souverains et autres. Donc, développer des applications sur la technologie de Starkware, du coup. Voilà. Ouais. Et j'aime bien, il y a des petits coquins dans le chat qui disent que je gère mieux le code que mon fond vert. Effectivement, je suis dégueulasse en tout ce qui est... Faudra qu'on s'en occupe du son et tout. J'ai besoin de toi, Capet, pour le son, pour l'image, pour tout. J'ai vu quelqu'un qui a dit « Oh non, pas encore ce micro ». Je suis désolé, les frères, mais un jour, Capet va me coacher. Je lui apprendrai à faire du rust en échange. Regardez, la magie du montage. Hop. Et hop, on s'y croirait. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Clairement. Voilà, donc on n'est pas là pour parler de micro. Vous inquiétez pas, on va parler de... pour commencer d'Ethereum, déjà d'une part. On a le proto-danksharding qui se rapproche. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour d'Ethereum justement qui devraient nous hyper, mis à part le proto-danksharding selon toi, Abdel, ou il faudrait vraiment focus sur ça? Je pense que c'est le plus gros focus, parce que là, dans la roadmap d'Ethereum qui est en plusieurs phases, la grosse phase importante, c'est la phase de scalabilité qui n'est pas encore achevée. Et celle-ci, c'est vraiment un gros coup de massue qui va permettre aux roll-ups de vraiment pleinement exploiter leur potentiel. Donc, je pense que c'est vraiment le gros focus. Après, tu as plein de trucs qui continuent d'avancer, comme le DVT, etc. D'ailleurs, on pourra en reparler parce qu'il y a des dramas autour de Lido et compagnie. Des choses qui pourront aider à corriger la situation avec Lido, notamment. Mais ouais, je pense que le gros focus, c'est le proto-danksharding. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et pour tous les L2 et tous les roll-ups. Et c'est ce qui va vraiment aider grandement
termes de scalabilité souhaitée pour Ethereum. Donc ouais, je pense que s'il y a bien un truc à se concentrer, c'est bien ça. Alors la dernière fois qu'on s'est eu en live, je parle pas en off, tu disais fin d'année pour le proto Danksharding. Maintenant, jouable ou plutôt 2024? Je pense toujours le jouable. Moi, je mets quand même tout. Je mets toujours une petite pièce sur fin d'année, un petit décembre. Mais bon, en effet, c'est pas parce que ça chiffre un petit peu Q1 2024. Mais je suis encore assez confiant. Là, j'ai regardé les derniers progrès sur le dernier DevNet. Il y a de moins en moins de bugs. Il y a que des trucs mineurs. Tout se passe assez bien. Ouais, je suis assez confiant. Ça va pas tarder. Ok. Donc, proto Danksharding, rappel. Si jamais pour les gens qui nous écoutent. Ouais, alors pour ton Danksharding, donc c'est quoi? Donc l'idée, c'est que les rollups, les solutions de scalabilité, les L2, ils vont être très gourmands en données. D'accord, les données qu'on va devoir stocker sur la blockchain. Et c'est extrêmement important pour la sécurité, parce que c'est comme ça qu'on va s'assurer que les gens ils puissent reconstruire l'état de L2. D'accord? Parce que par exemple, quand Starknet, vous allez faire des transactions sur Starknet, très bien, vous allez faire vos transactions sur Starknet. Après, il y a tout le mécanisme avec les stars qui va générer des preuves et ces preuves-là vont être envoyées sur Ethereum. Et ce qui fait qu'on peut vérifier que toutes les transactions sont exécutées de manière honnête sans avoir à les exécuter. Donc ça, c'est la magie des stars. Mais pour que ça marche pleinement, il faut en parallèle envoyer les changements d'état qui ont été opérés sur le rollup en question. Donc, un L2, c'est pas magique, c'est comme un L1, il a un state. Un state, c'est son état, c'est sa base de données. Mais évidemment, pour que ça marche, on ne va pas stocker l'état tel quel, en fait, sur Ethereum. On va juste avoir une empreinte de cet état. En parallèle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, à chaque fois qu'il y a un bloc qui est prouvé, on envoie ce qu'on appelle un state diff. Donc, c'est la différence d'état entre un bloc et un autre bloc. Par exemple, je suis au bloc 1, j'ai exécuté 1000 transactions, j'arrive au bloc 2. J'ai un état au bloc 1 et j'ai un état au bloc 2. Et le state diff, c'est comment je passe de l'état 1 à l'état 2. C'est des petits plus et des petits moins. En gros, des mises à jour. Et c'est comme ça. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir reconstruire l'état de votre L2. Donc, en écoutant les données qui sont envoyées sur Ethereum, vous êtes capable de reconstruire l'état du... Or, ça coûte cher. Pour nous, dans nos coûts d'opération de Starknet, c'est pareil pour L2, le principal coût pour opérer, c'est le coût d'envoyer les données sur Ethereum. 95% des coûts d'opération de Starknet, c'est l'envoi des données sur Ethereum. En plus de ça, donc c'est quelque chose qui est coûteux et c'est quelque chose qui est pas très scalable. C'est-à-dire qu'on est très limité parce que par le nombre de données qu'on peut envoyer dans une transaction sur Ethereum, c'est pas adapté pour envoyer des gros volumes de données. Ce qui fait que ça marchera pas dans un monde où on va avoir de plus en plus de roll-up, etc. Donc, le proto Danksharding, l'idée, c'est de répondre à ce problème-là en apportant un nouveau type de transaction qui va pas être à destination des users comme vous et moi. Bon, vous pouvez l'utiliser, ce nouveau format, si vous voulez, mais il n'est pas fait pour vous. C'est un nouveau format de transaction. On va dire, OK, ce format de transaction, il vous permet d'envoyer des données, peu importe ce que vous voulez, des gros blocs de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une séparation au niveau des frais. Là, nous, quand on envoie des données sur Ethereum, on paye en Ether et c'est compris dans ce qu'on appelle le gaz. Il y a une seule unité de compte pour payer les frais, c'est le gaz. Et dans cette unité, le problème, c'est que ça représente plein de choses qui sont très différentes. Ça représente du calcul, de la mémoire, du stockage, etc. L'idée du proto Danksharding, c'est OK, ça marche pas parce que ça veut dire que si il y a un spike d'utilisation sur le L1, sur Ethereum, un spike, ça veut dire qu'il y a soudainement beaucoup d'utilisation. Vous avez un gros mine d'NFT qui arrive, qui sature la chaîne. Ça veut dire qu'après, le coût du gaz va monter. Et ça veut dire que tous les L2 qui doivent envoyer de la data sur Ethereum, ils vont payer beaucoup plus cher. Donc là, le proto Danksharding, il introduit un nouveau format de transaction qui vous permet d'envoyer des gros formats de données. Et en plus, il a un fee market, donc un marché de frais qui est séparé. Ça veut dire qu'il y aura une enchère pour ceux les roll-up, nous, par exemple, Starknet, ZK Sync, Polygon, on va se battre sur ce marché d'enchères, mais ça va pas impacter les utilisateurs sur le L1 qui font leurs petites transactions, etc. Et vice versa. S'il y a un gros boost d'activité des L2, on va tous envoyer beaucoup plus de data. Ce prix pour envoyer les data sur ce nouveau format de transaction, il va augmenter, mais ça va pas vous impacter vous qui vous faites vos transactions sur le L1. Donc je te coupe. Donc, tu aurais un marché pour Ethereum, le L1 classico, et tu auras un marché annexe juste pour les roll-up. Oui, exactement. Ok, j'ai appris quelque chose. Ouais, okay. Comme ça va pas impacter les users qui font leur type de transaction. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, ça va nous permettre d'envoyer tous les roll-up, beaucoup plus de données, beaucoup moins cher et sans impacter le prix du gaz et sans être dépendant du prix du gaz. Voilà. Donc c'est ça pour résumer un petit peu le proto Danksharding. Donc on attend tous de pied ferme. Il y a pas de souci. Et du coup, donc le fait que ce soit moins cher pour vous les roll-up, ça vous permet à votre tour de rendre le roll-up lui-même moins cher pour les utilisateurs du roll-up. Exactement.
Ouais, si nous, on paye moins de transactions pour l'opérer, ça veut dire qu'on peut charger beaucoup moins les utilisateurs. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et là, aujourd'hui, une transaction en moyenne sur Starknet, ça va coûter combien? On est encore plus cher un peu que les autres. On est plus cher que les Optimistic Rollup pour l'instant, ça c'est sûr. Bon, attends, on va prendre des chiffres en live, mais L2 fees, ok. Et une transaction sur Starknet, on est autour de 10 centimes pour un transfert et 40 centimes pour un swap. Donc, c'est quand même encore trop cher. Ok. Donc, par exemple, ouais, on est un peu près comme zkSync. Ouais, en termes de coût, on est un peu comme zkSync. Les Optimistic Rollup sont moins chers, qui descendent à 13 centimes le swap, par exemple. Mais voilà. Donc, avec cette upgrade, on va tous les rollups vont beaucoup baisser les fees. Et nous, spécifiquement, Starknet, on a quelque chose qui est spécifique à nous, ce qu'on appelle le Volition. On pourra en parler un peu plus tard quand on fera un point sur Starknet, si tu veux, qui va nous permettre aussi de grandement diminuer les fees. D'accord. Alors, précision pour les moins habitués des crypto-monnaies qui nous écoutent, pourquoi il a dit il y a un transfert à 10 centimes et il y a un swap qui coûte plus cher? Parce qu'en fait, un simple transfert d'argent est beaucoup moins complexe au niveau de la machine virtuelle que de faire une opération de type il faut que tu échanges des jetons d'un côté, que tu ailles les piocher dans tel pool de liquidité, que tu ailles les distribuer à un autre. En fait, c'est une transaction, c'est même plusieurs transactions en une, donc c'est plus complexe. Et cette complexité, elle est à reporter dans le coût final. Voilà, tout simplement. Donc plus votre application est complexe et plus le coût final est cher. Et c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des applications où potentiellement, à un instant T, ça va coûter un certain prix. Au fur et à mesure que les développeurs arrivent à optimiser le code informatique et donc réduire la complexité dans l'exécution, ça réduit aussi le coût final. C'est ce qu'on a pu voir avec des mises à jour sur d'autres roll-up Optimism comme Optimism, je crois, il y a quelques mois de cela. Il y a des excellentes questions dans le chat. Ouais, il y en a beaucoup qui sont liées au FUD sur les wallets, etc. Donc, on va peut-être les traiter. On va en parler. Ouais, on va en parler. On va en parler de ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Il y a une petite question. J'ai dû faire une mise à jour payante sur mon wallet. C'est le premier wallet à faire payer l'utilisateur. J'ai été surpris. Alors, c'est normal, en fait. Sur Starknet, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle l'account abstraction. Et il y a d'ailleurs quelqu'un dans le chat qui a répondu, donc je vois qu'il y a des gens qui suivent. L'account abstraction, c'est-à-dire que tous les wallets sur Starknet sont des smart contracts. Donc en fait, un update de wallet MetaMask, on s'en fout. C'est pas payant parce que c'est off-chain. C'est juste updater le logiciel en tant que tel. Un update de wallet sur Starknet, c'est bien sûr le logiciel, mais aussi potentiellement le smart contract on-chain, il peut être updaté. Il y a une question intéressante. Vous perdez la guerre, les gars. Ok, on va voir. On va voir. Ça me régale d'avoir les... Tant que vous restez respectueux, les gars, moi, les petites piques comme ça, ok, ça passe. Tant que vous restez respectueux, ça fait plaisir. Pour une fois, on a une émission, on a vraiment le chat en live, on a Abdel en même temps. Non, moi, j'ai pas de sujet, j'ai pas de souci à débattre de tous les trucs. Et je vais expliquer à cette personne pourquoi on n'est pas du tout derrière tous nos concurrents et qu'on est même devant tous. Mais on va en parler. Donc, je continue d'expliquer pourquoi l'update de wallet est payant, parce qu'en fait, c'est un smart contract qui est on-chain. Et donc, quand tu vas l'updater, en fait, tu vas faire un update on-chain, donc une transaction qui est évidemment payante. C'est pour ça. Ouais. Et après, on pourra revenir sur les avantages d'avoir la compte abstraction, qui sont énormes en termes de UX, etc. Nicolas Baca, qui quitte Ledger. Ouais, j'y ai parlé ce matin d'ailleurs. Mais bon, ça, je peux pas en parler. Mais... Est-ce qu'on a encore des points à traiter par rapport à Ethereum? On peut parler très rapidement de l'histoire, Lido, centralisation, etc. À quel point c'est grave, effectivement. Et après, on va parler de Starknet. On n'a pas que Ethereum et Starknet aussi. Je vous ai dit de manière vague dans mon tweet qu'on va parler de fondamentaux. J'ai noté plein de projets pour l'avenir modulaire, justement. Vous vous souvenez, on a fait des analyses fondamentales ensemble sur des projets où j'étais pas en capacité de vous expliquer à quoi servent ces projets. Et ben, j'en profite d'avoir Abdel avec moi, justement, pour démystifier tout ça. Mais avant ça, on va revenir sur le drama Lido, etc. On sait aujourd'hui que Lido, ça représente un peu plus de 30% de tous les jetons Ethereum stakés. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lido, c'est pas un validateur, c'est un groupement de validateurs. Et ça, c'est important de le noter. Ouais. T'as pas une personne derrière Lido. Non. Donc, à quel point c'est grave, Abdel, cette centralisation aujourd'hui? Je pense qu'elle est grave, il faut pas être dans le déni, on peut pas dire que c'est anodin. On se retrouve piégé dans un mode où, et moi le premier, je suis contre le Delegated Proof of Stake. On se rend compte que sur Ethereum, il n'y avait pas de Delegated Proof of Stake, mais on a des moyens de détourner parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas 32 Ethers, tout le monde ne veut pas renaître son validateur. Donc, il y a des gens, des acteurs comme Lido qui ont proposé des solutions alternatives qui permettaient de contourner le fait qu'on n'ait pas de Delegated Proof of Stake, et ont rendu ça possible. Bon. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs points. Déjà, c'est un groupement d'opérateurs. Lido, évidemment, c'est pas eux qui font tourner tous les nodes et compagnie. C'est un groupement d'opérateurs. Je ne suis pas dans une démarche d'essayer de les blâmer eux en tant que tels, dans le sens où, si tu veux, dans un protocole permissionless, une blockchain, quand tu respectes les règles, je vois pas pourquoi on aurait à juger ton usage. C'est comme sur Ordinals, des bitcoiners qui disent que c'est un scam.
quelque chose qui est autorisé par le protocole n'est pas un scam, c'est par nature il est autorisé, parce que sinon tu commences à juger la nature d'une transaction et tu reviens à faire de la censure ou dans un protocole permissionless qui est neutre, tu n'as pas à juger de la nature d'une transaction. Une transaction, même un rug pull, doit être permise. Une transaction qui respecte les règles du protocole et du consensus, elle est permise. Donc, on ne peut pas blâmer les joueurs, on doit blâmer les règles du jeu, potentiellement. Donc, Lido, ils ont joué avec des règles du jeu qui sont permises par le protocole. Donc, déjà, je tenais à dire que je n'aime pas la logique de blâmer un acteur qui joue avec les règles qui sont autorisées par le protocole. Il y a des axes de mitigation de ça qui vont arriver, et on voit quand même une volonté de Lido d'essayer de mitiger le problème, dans le sens où il travaille activement pour utiliser dans le futur proche des solutions comme le DVT, donc Decentralized Validator Technology. C'est des solutions comme Obol et compagnie, qui permettent en fait de splitter un validateur en plusieurs opérateurs. Donc là, ça pourrait avoir un monde où vous aurez des opérateurs Lido qui vont travailler avec des solo stakers. Donc des solo stakers, c'est des gens qui ont leur validateur à la maison, et ensemble ils feraient des groupements de validateurs. Ce qui fait qu'ils n'auraient pas le pouvoir unilatéral de faire des actions mauvaises pour la chaîne. En gros, ça augmente la sécurité et la résilience du réseau. Donc on pourra avoir un monde où il y aura des opérateurs professionnels qui vont être en collaboration avec des stakers at home pour faire conjointement opérer un validateur. D'accord. Quel est leur intérêt à eux de le faire? Ils ont un intérêt économique à le faire? Aucun. Aucun. Okay. Ils ont aucun. Bon, c'est là que ça peut faire peur, parce que j'imagine que la question c'est pourquoi ils le feraient si ça n'aiderait pas eux à gagner plus d'argent. Bon, il y a aussi quelque chose de peut-être aussi qui est rationnel, c'est de se dire s'ils ne montrent pas des signes qu'ils ne veulent pas nuire au protocole, peut-être que tout le monde leur tournera le droit à un moment, etc., et qu'ils vont perdre des parts de marché. Moi, je serais eux, j'ai quand même une raison rationnelle business au-delà de, bien sûr, croire aux valeurs, parce que ça se trouve, ils croient aux valeurs de la décentralisation. Je peux pas dire qu'ils n'y croient pas, etc. Mais même sans y croire, tu as une raison business qui est de dire, montrer quand même que tu tiens au protocole sur lequel tu es et que tu ne veux pas lui nuire. Donc voilà. Et après, bon, c'est la loi du marché. Aussi, un autre truc qui peut aider, c'est qu'on a des acteurs comme Rocket Pool qui arrivent, etc. Une campagne de sensibilisation pour avoir plus de at-home stakers. On peut peut-être aussi, dans le futur, réduire la barrière à l'entrée pour être un validateur, etc. Donc, ce serait l'idéal, la barrière à l'entrée. Mais fondamentalement, de manière simple, rapide, concise, en quoi c'est grave ce problème de centralisation? Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de friser la chaîne. Ouais. Le risque, alors, à partir de 33%, un acteur peut friser la chaîne. Friser la chaîne, ça veut dire que on peut continuer à produire des blocs, mais ils ne seront pas finalisés. Donc, vous savez, on va reprendre un peu de hauteur. Depuis le passage au Proof of Stake, il y a une notion de finalité sur Ethereum. La finalité, c'est à partir de quand une transaction ne peut plus être annulée. Ouais, exactement. Dans le Proof of Work, en fait, il y avait une pseudo-finalité, mais qui n'était pas réelle, dans le sens où en réalité, tu peux toujours revenir jusqu'à l'histoire si tu accumules assez de puissance de calcul. Avec le Proof of Stake d'Ethereum, tu as une notion de finalité. Au bout d'une époque et demie, tu as une finalité forte au niveau du protocole. Mais pour que cette finalité opère, on a besoin, entre guillemets, de l'aval de 66% de la puissance de staking, du voting power des validateurs. Donc, si quelqu'un a 33% et qu'il ne contribue pas à la finalisation de la chaîne, il va arriver dans un monde où la chaîne ne finalise pas. Donc, il y a des mécanismes de prévention de la chaîne qui va être de plus en plus punitive si on ne finalise pas. C'est-à-dire qu'elle va pénaliser de plus en plus fort les acteurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont perdre de leur stake. Donc, entre guillemets, un acteur qui accumulerait 33% de la puissance de calcul, il pourrait friser la finalisation de la chaîne, mais il n'a aucune incentive économique à le faire. Il va même perdre de l'argent au cours du temps. Donc, plus il va continuer son attaque, plus elle va coûter. Et en plus, il ne va rien gagner. Donc, c'est pas un comportement qui est rationnel, si tu veux. Donc, c'est quand même une mitigation. Mais bien sûr, ça risque. Le fait de pouvoir bloquer la finalisation de la chaîne, c'est un giga problème. Très clair. Écoute, on peut prendre des petites questions de la communauté. J'en ai vu beaucoup. Passer une. Celle-là, je pense qu'elle est un peu complexe mais intéressante. Je la lis à voix haute. Je repose une question que j'avais posée hier à Capet. Est-ce que ça va coûter cher de stocker à terme la preuve d'état entre les blocs? En conséquence, est-ce qu'un layer 3 pourrait résoudre efficacement ce problème? Est-ce que tu l'as compris? La preuve d'état entre les blocs. Ce qui disait la diff. Ah, d'accord. La diff, oui. Alors, est-ce que les L3 peuvent résoudre ce problème? Alors, le L3, oui, précision du chat concernant ma question. Un acteur n'a pas besoin forcément de profiter pécuniairement. Et effectivement, un acteur malveillant, des fois, il n'a pas besoin de gagner d'argent pour faire une attaque. Ça peut être éliminer un compétiteur, effectivement, ou juste faire le mal. Ça pourrait, par exemple, être un gouvernement qui veut shut down Ethereum. C'est une très bonne précision. Il n'y a pas besoin de gagner économiquement pour faire une attaque. Oui, alors, les L3, quand ils vont soumettre les preuves au L2,
eux aussi vont devoir envoyer des datas. Et en fait, comme les transactions et les données sont moins chères sur le L2, ils vont payer moins cher que quand on envoie les données sur le L1. Donc, par voie de conséquence, oui, les L3, ils paieront beaucoup moins cher les données qu'ils enverront sur le L2. Parce que envoyer des données sur le L2 est moins cher que sur le L1. Et vice versa, plus tu vas monter dans les layers, et moins ça va coûter cher. C'est du fractal scaling. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as vu d'autres questions que tu as jugées intéressantes J'ai vu des questions sur Polkadot, j'ai vu des questions sur Polygon qui est plus user-friendly, ready to prod pour faire du ZK. Ok, je prends Polygon. Je me fais Polygon vite fait. Non, je rigole. Ok, Polygon est plus user-friendly, ready to prod pour faire du ZK. Alors, je suis désolé, mais juste factuellement, c'est absolument faux dans le sens où depuis quand ils ont du ZK en prod, depuis mai ou avril, je ne sais plus, depuis qu'ils ont lancé leur ZK EVM. Depuis quand Starkware du ZK en prod? Depuis plus de 2 ans, d'accord? Parce que StarkEx est en production depuis plus de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, StarkEx a settle un volume total en dollars de 1 trillion, d'accord? En 2 ans. 1 trillion de dollars. Ça veut dire 1000 milliards de dollars qui a été sécurisé par StarkEx. Et la technologie qui génère les preuves pour StarkEx, c'est la même qui est utilisée sur Starknet. Donc, clairement pas, en termes de battle testing de la solution en production, on a largement de l'avance. C'est le seul technologie de prover qui est battle testé à très grande échelle, à la fois en termes de nombre de transactions et de sécurisation en termes de dollars. 1 trillion de dollars, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qui a créé ce volume? Sora et DYDX? DYDX, ouais. Bah, Sora aussi, mais grosse DYDX. Ouais. Okay. C'est des petits cochons. C'est des cochons, le volume que ça brasse sur DYDX. Ouais, vraiment. Et ils vont se barrer. Ouais, tout à fait. Et ils vont se barrer sur Cosmos. Ouais, ça va être intéressant. Moi, je suis pas bullish sur leur changement. Au-delà qu'ils quittent l'écosystème Starknet, c'est pas pour ça que je suis pas bullish. Je pense que c'est un move qui est assez risqué de quitter l'écosystème Ethereum, dans le sens où c'est là où il y a toute la TVL et toutes les liquidités. Donc voilà. J'en ai parlé avec Charles, le CEO de la fondation DYDX. Je l'ai vu à Paris, et je lui ai dit que moi, je pensais que c'était pas un move stratégiquement intéressant de quitter l'écosystème Ethereum, mais on verra ce que ça va donner. On verra, je suis assez correct. Okay. Donc non, en termes de battle testing en production, non, on a largement d'avance. Notre prover est celui qui est testé le plus au monde, disons les termes, et de très loin. Le côté user-friendly de Polygon te vient peut-être du fait qu'ils sont compatibles EVM. Donc effectivement, et là, ils ont un avantage flagrant sur nous. Tous ceux qui sont EVM compatibles, ils bénéficient de 5 à 6 ans de développement du tooling de Ethereum que nous, on ne bénéficie pas. Il faut être clair là-dessus, on a un désavantage énorme, mais je voudrais y revenir là-dessus aussi parce que je pense que au final, rétrospectivement, je pense que cette faiblesse du début, en fait, ça a été presque notre plus grande force et je vais expliquer pourquoi après. C'est ce qui nous a permis de bâtir une communauté qui est forte et d'avoir un filtre de qualité par rapport à nos builders. Parce qu'en fait, je le dis très rapidement, mais je reviendrai après dessus. Si vous voulez, sur les L2 qui sont EVM compatibles, leur écosystème n'a pas d'âme. Pourquoi? Pour la raison très simple qu'un projet n'a aucune incentive à les déployer que sur un L2 EVM. Parce qu'il peut déployer le même code, littéralement, sur toutes les L2 EVM. Donc, vous êtes un projet, vous allez juste déployer partout. Et qui dit vous êtes déployé partout, vous n'avez pas un attachement particulier à un écosystème. Là où nous, nos builders, qui ont fait la démarche de venir apprendre Cairo, parce qu'ils n'avaient pas de choix pour builder sur Starknet, déjà d'une, ils ont dû apprendre un langage from scratch, voire 2, parce qu'on a une nouvelle version de Cairo qui est radicalement différente de la première. Donc certains ont appris 2 nouveaux langages de programmation. On parle de mois et de mois de training, d'apprentissage, etc. Et ce qui fait que je trouve que ça a été un excellent filtre de qualité, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de passer des mois à apprendre un nouveau langage si tu veux juste faire un rug pull ou un projet de merde qui a un copy-paste d'un autre truc. Si tu veux faire ça, va force prendre CakeSwap et va le déployer sur Polygon. Tu vois ce que je veux dire? Et va faire la même chose sur Arbitrum, Optimism, etc. Je vous remets la cam. Je suis là. Hein. Je suis là. Juste la cam, elle a bug. Je vous la remets dans 2 minutes. L'iPhone a trop chaud. Tu peux continuer. Ouais. Et donc, je pense que c'est un énorme filtre de qualité, ce qui fait qu'on a un écosystème de builders aussi solide. Les gens, ils sont là pour quelque chose de significatif. Ils n'ont aucun intérêt à passer des mois à apprendre un nouveau langage si c'est pour faire un projet de merde, de pas de qualité, ou etc. Et il y a un truc qui m'a frappé la dernière fois, quand j'étais sur Twitter, je voyais quelqu'un de Scroll qui rigolait, qui disait au bout de combien de temps après le lancement du mainnet de Scroll, vous pensez qu'on verra notre premier meme coin? D'accord? Et il disait quelque chose comme 5 minutes, 1 heure, 2 jours. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ça fait plus d'1 an que Starknet est sur le mainnet et je ne me souviens pas avoir vu un seul meme coin. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir cette différence. En fait, les gens, des builders que je côtoie dans l'écosystème Starknet, ils veulent vraiment construire des choses significatives. Ils veulent pas faire des trucs faciles ou pas. Il y a personne qui s'intéresse même à faire. Parce que pour le moment, tu spécules pas sur Starknet. T'as pas de jeton Stark. Ouais. T'as aucune garantie d'airdrop
Et t'as pas d'altcoin Ouais, mais sur regarde Stark, Base. à ma connaissance, tu vois. Ouais, mais regarde Ouais. Base, par exemple. Base, ils ont eu BAL directement, vieux Ouais. Memcoin à 2 balles. Ouais, je sais. C'est pareil, ils n'ont pas de token, il n'y a pas de garantie d'airdrop, etc. Donc, non, Mais mais ça, je c'est saurais pas juste... l'expliquer. Et c'est juste que je pense que t'as pas d'intérêt. T'as passé des mois à apprendre un langage de programmation. Pourquoi tu vas t'amuser à faire ça? Donc voilà, ça c'était le premier point sur je pense que la faiblesse d'être pas EVM compatible s'est avérée être une grande force. Et je pense, et je peux le dire je peux l'assumer très fièrement, que tous les autres L2 nous envient notre écosystème, sans exception. Et j'ai parlé à plusieurs personnes de ces L2, évidemment, je les connais bien, et ils me l'ont dit très clairement. Je parlais aussi le founder de Scroll, et il me disait, mais Abdel, comment vous faites? Comment ça se fait que vous avez un écosystème aussi vibrant, etc. Et tout le monde nous envie notre écosystème de builder. Et donc, moi, je suis très fier de notre écosystème de builder. Je pense qu'on a littéralement le meilleur qui existe. Vous regardez les stats aussi, les stats en termes de métriques, en termes d'augmentation du nombre de développeurs. Starknet est quasiment le seul dans toute la crypto qui a augmenté pendant le bear market. Mais de l'extérieur, comment tu le constates ça? Après, on va aller plus en détail sur les mises à jour récentes, les mises à jour futures. Parce que tu vois, regarde, moi je suis extérieur, disons que je te connais pas. Je vais me dire Network Effect, naïvement, Polygon. Oui. Polygon parce qu'on s'est gavé pendant le bull market, parce que si, voilà. Je vais sur L2Bit, je vois zk-sync. Personnellement, je n'ai jamais mis les pieds sur zk-sync, mais j'ai pas d'avis positif comme négatif. Ensuite, je vois Starknet sur L2Bit, je vois pas de gros pics de transactions par seconde alors qu'on me vante des performances. Vous avez annoncé 126 en pic, 126 transactions par seconde. Je vais sur L2Bit, on n'est même pas à 20. Pourquoi pourquoi L2Bit c'est une très bonne question. Pourquoi L2Bit n'a pas reporté cette métrique qui ment, tu vois, à la fin Comment on va récupérer cette information? C'est ça le truc. Ok. L2Bit, il faut savoir qu'il vous donne la statistique sur les dernières 24 heures. Donc, c'est la moyenne des dernières 24 heures. Donc, en réalité, nous, ce qu'on voit sur Starknet, c'est pas limité par ce qu'on peut gérer, c'est limité par la demande. C'est juste que le réseau, il n'est pas assez utilisé pour qu'on puisse augmenter la moyenne sur les 24 heures. Le pic de 226 TPS, vous pouvez facilement vérifier sur n'importe quel explorer Starknet, etc. Vous pouvez aller récupérer les datas sur la blockchain et vous allez voir qu'on a bien atteint un pic de 126 TPS. Mais si tu veux, L2Bit, il te met la moyenne sur les dernières 24 heures. Donc, en fait, il faut que tu aies un volume constant en permanence. Par exemple, si tu veux quand ils affichent 10, par exemple, c'est 10 en moyenne sur les 24 dernières heures. Donc, c'est un nombre, pour savoir combien de transactions ça fait 10 fois 60 fois, 10 fois 3600 fois 24. Donc, on est juste limité par la demande. Là, ce chiffre-là, il veut juste te dire que il y a plus de demandes sur zk-sync que sur Starknet. Il y a plus de gens qui utilisent zk-sync que de gens qui utilisent Starknet. D'ailleurs, au passage, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que sur Starknet, on a beaucoup d'utilisation du multicall. Donc, un multicall, c'est une transaction qui, en réalité, bundle plusieurs transactions. D'accord? Et en fait, un multicall, dans un multicall, il peut y avoir un approve, un swap et un revoke, par exemple. Et en fait, ça va être compté que pour un, alors qu'en réalité, c'est 3 transactions. Donc, il y a quelqu'un qui a l'un des mecs qui bosse sur L2Bit, il en a parlé la dernière fois, il a dit, bon, les gars, c'est bien beau, mais si on comptait réellement en termes de vraies transactions, Starknet serait 2 à 3 fois plus haut que ça. Parce qu'on utilise massivement le multicall. Si vous voulez, on est presque victime de certaines de nos innovations, certaines fois. Le fait qu'on ait de la compte abstraction natif, le fait qu'on ait du multicall massivement utilisé par les dApps et les wallets, voilà. Oui, c'est pour économiser, effectivement. Un multicall, ça vous permet d'économiser. Tout à fait. Très bon point. Je sais pas pourquoi les derniers messages s'affichent en haut et pas en bas. J'ai pas la main sur ça, vous m'en voudrez pas, les copains. Donc, voilà. Excuse-moi. Pas de souci, je disais, j'ai pas l'historique non plus. C'est-à-dire, quand j'enlève le chat de l'écran, il faut que ce soit les nouveaux messages pour remettre le chat. Bon, c'est mieux que rien. Et donc, je disais, donc voilà, ce qu'on voit sur L2Bit, c'est pas forcément la limite par rapport à la capacité, mais par rapport à la demande. Donc là, c'est juste qu'il n'y a pas encore assez d'usage. Donc, on vous invite tous à utiliser plus le réseau. On fera monter. Bon, créer des memcoins, hein, du coup. Dis-le, créer des memcoins. Allez-y. Créer des memcoins, ça fera de l'activité, ça boostera c'est un réseau permissionless, donc faites-vous plaisir, complètement. Et du coup, tu me donneras pas la réponse, mais je suis obligé de te demander quand même, il arrive quand ce token Stark là? Il fait bon aujourd'hui. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Là, donc fin d'année, c'est ça? Tu sais bien que je peux pas répondre à cette question. C'est le gars. Lui, il a posé plusieurs fois. Si tu veux pas ou tu peux pas répondre, ne réponds pas. Mais j'aimerais bien savoir aussi, il s'est passé quoi avec Lambda Class? Non, c'est une bonne question et je suis pas du genre à botter en touche sur une question. C'est juste que c'est. Te mets pas dans la merde. Non, je mets pas dans la merde. Déjà, qui est Lambda Class? Oui. Très pour commencer. Lambda Class, c'est un dev shop, donc c'est une entreprise d'environ une centaine de développeurs, principalement en Argentine.
C'est des ingénieurs qui sont extrêmement compétents. Donc, c'était un partenaire privilégié de Starkware pendant très longtemps, qui ont travaillé beaucoup sur Starknet, notamment qui ont travaillé sur la KROVM en Rust, qui tourne aujourd'hui en production. Et ça, c'est Lambda Class qui a développé cette technologie, qui est utilisée aujourd'hui sur Starknet en production. Donc c'était un partenaire de Starkware et de la Starknet Foundation. Récemment, il y a eu des divergences, des conflits business entre la Starknet Foundation et Lambda Class. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente malheureusement, ce qui font que ils ont décidé de réduire un petit peu leur implication sur Starknet et ils vont s'étendre un peu plus sur d'autres écosystèmes. Donc ils travaillent déjà avec d'autres L2 comme zkSync, Polygon, mais du coup ils vont continuer à travailler davantage avec ces écosystèmes et un peu moins sur Starknet. Donc voilà, c'est un peu ça la situation, des divergences sur la partie business, on va dire principalement. Alors tu me corriges si je me trompe, parce que je sais que le copain, le CEO avait fait des tweets par rapport à ça. En gros, il y a une volonté, je crois, d'exclusivité, ce qui leur a pas plu. Voilà, une exclusivité avec Starknet, c'est pas forcément leur valeur à eux. Du coup, ils ont dit bon bah voilà, nous on a bossé sur Starknet, on kiffe Starknet, mais nous on joue pas le game de l'exclusivité. Donc du coup, bah on va juste pas se retirer, mais réduire notre exposition à Starknet. Ouais, alors en fait, il n'y a jamais eu d'exclusivité qui leur avait été demandée, mais tu as raison, c'est une question d'indépendance. Et Federico, il est très attaché à son indépendance. Donc ouais, il a besoin d'être libre, un peu en mode pirate, un petit peu vouloir explorer plusieurs écosystèmes, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions par rapport à ça, à son indépendance, etc. Et effectivement, ouais, principalement c'est ça. Bon, maintenant tu vas nous parler du coup de la dernière mise à jour en prod de Starknet, ce que ça a fait, et des prochaines mises à jour de Starknet. Donc pour rappel, on parle beaucoup de Starknet, c'est un layer 2 qui a choisi la performance avec son propre langage de programmation. Et donc on a eu une mise à jour qui a été faite cet été, qui a augmenté nettement les performances. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à booster les performances? Et qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour améliorer Starknet? Alors, le boost des performances sur la version 0.12 de cet été, c'est principalement dû à ce qu'on vient de dire juste avant avec Lambda Class, avec le composant qu'ils ont développé en Rust, qui est la KROVM. Donc, Rust, c'est un langage de programmation qui est réputé pour être extrêmement rapide. Et la KROVM, c'est ce qui exécute les programmes en Cairo et donc les smart contracts sur Starknet. C'est, si vous voulez, l'équivalent de l'EVM pour Ethereum. D'accord? Donc, c'est un composant qui est crucial, évidemment, parce que plus vous êtes capable d'exécuter cette machine virtuelle rapidement, plus vous pouvez exécuter des transactions par seconde. À la base, celle qui avait été écrite par Starkware était en Python. D'accord? Python, qui est un langage qui est lent. Et Lambda Class l'a refait en Rust. Et donc, une grosse partie de l'amélioration de performance est due à cette migration de cette KROVM en Python vers Rust, ce qui a multiplié par plus de 10 les TPS qu'on peut gérer pour Starknet. Après, il y a eu plein de petits d'autres improvements, mais le gros improvement, c'est ça, c'est le passage à une stack full Rust. Donc, on a passé tous nos composants de la stack voilà. Donc ça, c'était l'upgrade majeur. Après, je vous rassure, on en a encore énormément sous le coude, hein, c'est que le début. Donc là, comme tu l'as dit, on a record sur le mainnet un pic à 126 TPS. On va dire, allez, je peux pas prédire l'avenir, mais je pense que on pourra gérer 1000 TPS sous une échelle de 12 mois, d'accord? Ok. Ouais, je pense qu'on pourra gérer. Là, parce que bon, c'était un pic. Vous seriez capable de gérer 126 TPS en constant, tu penses? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut gérer. Je pense que là, tout de suite, on peut gérer du 50 TPS en constant, je pense. 126, peut-être pas. Mais il faut qu'on ait plus de demandes pour le tester. Ouais. Parce que c'est très difficile de reproduire en conditions réelles, parce que des fois, on fait des tests en environnement de DevNet, TestNet, mais des fois, c'est toujours différent des conditions réelles. Mais voilà. Nous, l'idée, de toute façon, c'est comme quand on fait de l'optimisation de performance, on corrige le premier bottleneck évident. Le bottleneck, donc, c'est le goulot d'étranglement en français, c'est-à-dire la première chose bloquante qui vous freine. Donc, vous corrigez le premier problème. Et ensuite, vous en trouvez un autre. Très bonne remarque. Quand il y a de la demande, le système crash effectivement. Il y a eu une campagne NFT qui a révélé justement un de ces nouveaux bottlenecks qu'on ne connaissait pas encore. Donc, il y a une campagne NFT qui a été dirigée par l'écosystème Starknet, des projets de l'écosystème qui ont voulu marquer le coup de la campagne Quantum Leap, donc qui est cette fameuse upgrade de Starknet. Ils ont voulu commémorer l'événement et effectivement, ça génère énormément de demandes. Il y a eu plus de 90 000 minutes très rapidement, etc. Et le système a crashé, très clairement.
il faut le reconnaître. Et ça a permis d'identifier un nouveau goulot d'étranglement qu'on avait jusqu'à là jamais vu. Non, là, ça avait vraiment craché dans le sens où, plutôt ralentir. Effectivement, plutôt ralentir dans le sens où on avait un composant dans le système qui n'avait jamais été mis à rude épreuve et qui l'a été pour la première fois et qui a dû mettre un certain temps avant de pouvoir éponger les transactions qui étaient dans le backlog, dans le même pool, si vous voulez. Mais du coup, c'est bien, dans le sens où, ok, ça peut paraître bizarre que je dise ça. Je te coupe juste. Donc, du coup, ça a crash, tout s'est coupé, ou juste il y a une production de blocs qui s'est retardée très longtemps? C'est quoi qui s'est passé? Il y a une production de blocs qui sont retardées très longtemps. Ouais, tout à fait. C'est quand même différent. C'est ce qui s'est passé avec Base aussi c'est ce qui s'est passé hier. Hein. Ouais, exactement. Parce que sur Solana, ça coupe, ça crash. Hein. Ouais. Par exemple, quand on parle de crash, c'est vraiment la blockchain, elle est coupée, il faut la redémarrer. Ouais, non. Et Ethereum, on a déjà eu des problèmes de finalisation de blocs, mais ça n'a jamais crashé. Là, c'est pas un crash, c'est une prolongation. Et c'est un mal pour un bien, pourquoi? Parce que justement, ça nous a permis d'identifier un bug qu'on est en train de corriger qui va être mis à jour très prochainement. Et donc, après, la campagne NFT va repartir dans quelques jours, ça va être annoncé. Et là, la prochaine fois, justement, normalement, on sera prêt. Et en tout cas, on sera prêt jusqu'au prochain bottleneck. Mais il faut savoir que c'est un processus qui est normal, d'accord? Toujours quand on travaille sur l'optimisation de performance, on corrige le premier goulot d'étranglement et ensuite on en a un nouveau et un nouveau. Et pour arriver au prochain palier, il faut plus de demandes. Donc voilà. Il y a des gens qui ont parlé des applications disruptives sur Starknet. Si tu peux retrouver la question, je la trouvais pas mal. App disruptive? Il y avait le mot disruptif dedans? Il y avait le mot disruptif, ouais. Ok, je te laisse enchaîner en attendant. J'essaie de la trouver. Yes. Je l'ai. Il te cache à moitié le visage, mais... Ouais, c'est pas grave. Donc, je suis fan de Starknet et de la promesse, mais je trouve à date que la majeure partie des projets sont des copycats de ce qui existe ailleurs, mais en moins rapide et plus cher. Ok. Mis à part argent, etc., etc. Et ils demandent. Donc, mis à part argent, pas de game changer. Quel applicatif, projet sérieux vois-tu et qui sont disruptifs sur Starknet? Le gaming, Dojo. Tous les projets de cartridge et Dojo sont. Ouais, Giza, effectivement. Giza, qui est un projet qui associe le Zero Knowledge Proof et le Machine Learning, donc IA, qui font des choses très 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 intéressantes. Ils sont en train de builder des frameworks qui vont être vraiment très utiles pour le domaine de l'IA. Parce qu'il faut savoir que le domaine des Zero Knowledge Proof va être extrêmement intéressant. Il va pouvoir débloquer des cas d'utilisation pour l'IA, notamment pour être capable de prouver le training d'un modèle, etc. Parce que vous savez, c'est un domaine qui a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour entraîner les modèles et compagnie, mais on n'a pas de visibilité sur comment ces entités, ces super acteurs comme OpenAI et compagnie entraînent leurs modèles et tout. Et donc, le domaine des Zero Knowledge Proof, par exemple, pourrait aider à apporter un peu plus de transparence sur la façon dont les modèles sont entraînés. Par exemple, prouver qu'un modèle n'est pas biaisé ou ne fait pas de censure ou n'a pas un biais politique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est Giza qui travaille beaucoup sur tout ce qui tourne autour de l'IA et compagnie. Et Dojo, sur la partie gaming, donc ils font un framework de gaming ECS, c'est un concurrent de Mud, Mud c'est la même chose dans la stack Optimism, etc. Et Dojo, c'est extrêmement puissant, ça va permettre aux gens de développer des jeux full on-chain très facilement. Donc après, l'idée, ce sera d'avoir des connexions avec des vrais frameworks de jeux traditionnels comme Unity et compagnie, qu'on pourra plugger facilement du on-chain et du ZK avec ça. Donc en disruptif, c'est vraiment ce à quoi je pense principalement. Même dans la DeFi, d'ailleurs, on voit des copycats. Je suis désolé, je sais pas si vous avez vu un truc récent avec Ekubo. C'est le premier Uniswap V4 AMM de toute la cryptosphère, avant même Uniswap V4. Donc c'est Moody qui le build, qui est un ancien builder de Uniswap, qui a décidé de venir builder sur Starknet. Il a créé son propre protocole qui s'appelle Ekubo. Et c'est le premier AMM Uniswap V4 qui est en production en mainnet dans tout l'écosystème crypto. Donc non, il n'y a pas que des copycats, il y a des choses qui sont bien plus en avance que ce qui existe ailleurs. On a aussi bien plein de trucs sur l'UX avec le cartridge par exemple, qui utilise vraiment pleinement la compte abstraction pour faire des wallets sur lesquels vous pouvez vous authentifier avec votre Face ID, des choses comme ça. Donc voilà. Il y a plein de questions. Alors, si jamais les gars, de toute façon, on passe du temps à Capdel, il n'y a pas de souci, on va essayer de répondre à tout le monde. Ouais. C'est juste que ne vous mettez pas en tête qu'on essaie de bypasser des questions. Non, tout à l'heure, Abdel essaie de répondre à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça parlait de censure sur la stack Quantum, on va en parler après, ça ne vous dérange pas. Tu la reposes après, voilà, si jamais tu la reposes après. Moi, j'ai des questions aussi, et c'est moi l'animateur, ok? Donc, c'est moi qui décide. Bon, je déconne. J'aimerais que tu nous parles rapidement de la stack technique qui devient progressivement open source. Tu as fait une communication publique à ce sujet-là, qu'on a repris avec Coin Academy tout à l'heure.
On voit pas mal de choses ici. Je me permets de zoomer pour ceux qui regarderont la rediffusion. Donc, dans les catégories, on a Full Node, Execution Engine, Séquenceur et Prover. C'est quoi tout ça? C'est quoi un Full Node? Ce tableau, mec, je suis extrêmement fier de ce tableau, extrêmement bullish, et je vais répondre à tous ceux qui me disent que Starknet est derrière les compétitions. Regardez ce tableau, comprenez ce que c'est, et regardez ce même tableau chez tous les autres L2. Vous verrez que sur chaque partie, il n'y a qu'une seule ligne, d'accord? Il n'y a qu'une seule entité, c'est le protocole en question. Nous, on a pour chaque composant de la diversité. Donc, je vais essayer de préciser parce que c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel de haut en bas, Full Node, Execution, Séquenceur. Bon, déjà, on voit Project, donc c'est des équipes différentes et pas seulement celles de Starknet. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ensuite, là on est extrêmement en avance sur la concurrence dans le sens où, par exemple, prenez zkSync. Pour Full Node, ils auront une ligne. C'est leur Full Node à eux, développé par zkSync. Execution Engine, pareil. Séquenceur, pareil. Prover, pareil. Nous, pour chaque ligne, on a de la redondance. On a plusieurs implémentations. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la client de la diversité sur Ethereum. Vous savez, sur Ethereum, il y a Get, il y a Ret, il y a Erigon, il y a Bezu, il y a plein de nodes. Et ça, c'est extrêmement important pour la décentralisation parce que ça veut dire que vous assurez qu'il n'y a pas une seule implémentation de chaque composant crucial de la stack, et aussi que un acteur malveillant ne pourrait pas introduire, par exemple, une backdoor ou un bug malicieux volontairement, etc. Donc ça, donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que tu vas avoir quoi? Des langages de programmation différents, des intégrations différentes. En cas de bug de l'un, tu as les autres pour pouvoir backer. Exactement. C'est exactement ça l'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avoir différents langages de programmation, une assurance de sécurité si jamais il y a un bug. Et ça a sauvé plusieurs fois Ethereum dans le passé. Une implémentation en particulier qui était buggée, mais le réseau continuait de tourner parce que les autres n'étaient pas impactés. Donc ça renforce la sécurité, la diversité, la résilience du réseau. Ça permet aussi d'attirer plus de développeurs qui vont builder sur le protocole parce que il y a par exemple des gens qui ont une affinité avec un certain langage qui vont pouvoir travailler sur une partie de la stack, alors que s'il y avait qu'une seule implémentation d'un certain langage, il serait complètement exclu. Donc c'est aussi bien aussi en termes de diversité et accès aux chances, d'accord, par rapport aux développeurs. Et c'est un pas extrêmement important vers la décentralisation d'un protocole pour s'assurer qu'il n'y a pas un acteur qui a le full contrôle sur tout le réseau. Là, par exemple, ça fait que nous, Starkware, on n'a pas la main sur tous ces logiciels. Donc, au bout d'un moment, on peut pas dire, non, c'est ça la vérité de Starknet. On va devoir vraiment avoir des spécifications comme sur Ethereum et tout le monde va devoir implémenter ces mêmes spécifications pour que tout soit interopérable, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important, cette diversité. Et je vous invite à essayer de trouver l'équivalent de ce tableau. Tous les autres L2, tous, sans exception. Il n'y en a aucun qui est un quart, même pas un dixième d'être aussi avancé sur la diversité de sa stack. Alors, tu vas nous parler des différentes catégories très rapidement. Un Full Node, c'est quoi? Execution Engine, c'est quoi? On commence par Full Node, c'est quoi? Full Node, donc, bon, dans le cadre d'un L2, c'est un peu différent que dans le cadre d'un L1, mais le Full Node, grosso modo, c'est une entité qui ne va pas produire des blocs, d'accord, mais elle va écouter ce qui se passe pour le réseau et elle va vérifier le respect des règles du consensus, d'accord. Quand elle fait tourner un Full Node, ok, vous n'allez pas produire des blocs, mais vous allez être sûr que les producteurs de blocs ils respectent les règles du consensus. Vous allez avoir accès aux données de la blockchain sans avoir à taper sur Infura, par exemple, ou ce genre de choses. Vous êtes souverain sur vos données et vous pouvez taper sur des RPC sans avoir à demander l'accès à qui que ce soit, etc. Donc, vous participez au réseau sans créer de bloc. Donc, ça, c'est le Full Node, extrêmement important. Ok. Et donc, ça devient un opérateur de Full Node pour d'autres personnes qui veulent pas héberger toute la blockchain, mais qui veulent avoir accès à des données, du coup, par exemple. Par exemple, oui, voilà, exactement. Tout à fait. Ok. Ensuite, Execution Engine, on en a 2. Ouais, Execution Engine, on en a 2. Donc ça, l'Execution Engine, bon, ça c'est technique, mais c'est ce qui prend la VM Cairo et ce qui rajoute la couche Starknet, on va dire. En gros, dans le sens où Cairo, c'est un langage de programmation, il a sa VM, etc. Et après, il y a des spécificités pour Starknet. Vous pouvez utiliser Cairo sans Starknet. Pour utiliser Cairo dans le contexte Starknet, il y a besoin de l'Execution Engine qui va être un peu la Cairo VM++ avec les spécificités Starknet. Voilà. Je rentre pas trop dans le détail, il n'est pas super important à comprendre celui-là, c'est très technique. Ok, très bien. Mais juste, c'est comme si c'est un compilateur, c'est quoi? Non, c'est celui qui va vraiment exécuter le smart contract, d'accord? D'accord. Lui-même, il va avoir la VM Cairo, mais il rajoute des trucs en plus. C'est lui qui est capable d'exécuter le smart contract, in fine. Ok. Ensuite, on a séquenceur et prover. Séquenceur, c'est celui qui va créer les blocs. Voilà. Il va recevoir les transactions des utilisateurs, il exécute grâce à l'execution engine, et après, il update le state, donc la base de données du L2, attention, et il crée les blocs du L2 en permanence, etc.
D'accord. Et là, on n'est qu'au niveau L2. Là, il crée le séquenceur, c'est celui qui crée la blockchain, le L2. Ouais, et là, jusque-là, on n'envoie pas les preuves. Et le prover, c'est celui qui fabrique la preuve et qui la soumet au L1, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Ok, donc voilà. il travaille de concert avec le séquenceur. Le séquenceur lui envoie les infos, lui, il génère sa preuve et il la balance sur le L1. Ouais, exactement. Okay. Et donc, on va avoir plusieurs séquenceurs. On nous parle de séquenceurs centralisés sur les layers 2 également, mais là, on en voit 3. Du coup, ça veut dire quoi? Attends, pardon, c'est quoi? Là, on a séquenceur, on en a 3. On a celui-là, celui-là et celui-là. Mais on nous dit à chaque fois, le problème des layers 2, c'est qu'ils ont un seul séquenceur qui est centralisé, qui s'occupe de générer les blocs. Mais du coup, là, il y en a 3. Alors, là, il y a 3 implémentations, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont utilisées sur le mainnet. Donc, il y a 3 implémentations qui sont disponibles, mais pour l'instant, il n'y a qu'un séquenceur centralisé qui est opéré par Starkware et qui utilise le nôtre. Voilà. Okay. Oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas en production, les autres. Ouais. Et vous comptez justement décentraliser le séquençage ou pas? Bien sûr, complètement. Comment dirais-je? Oui, sur le community forum de Starknet, il y a une série de 7 posts qui expliquent le plan pour justement décentraliser. Je ne sais pas si je peux t'envoyer des liens ici. Tu peux. Sur le chat, tu m'as envoyé un message de chat. Okay. Sinon, tu me l'envoies sur WhatsApp. Vas-y, là, ici, je t'ai envoyé le lien. Super. Voilà, vous prenez ce lien. Vous avez une série de 7 posts. Je vais l'afficher. Ouais, ça marche. Je vais l'afficher. OK. Je vous le mets accessoirement dans le chat comme ceci. Attends, je vais me l'envoyer sur WhatsApp, comme ça, pour la rediffusion sur YouTube, vous l'aurez dans la description aussi, pour pas que j'oublie. Donc, qu'est-ce qui nous explique ce post exactement, Abdel? Alors, ce post, il explique justement le plan pour la décentralisation du réseau. Donc, en plusieurs parties. Donc, comment appliquer un consensus, donc là, qui serait basé sur Tendermint, qui est utilisé notamment sur l'écosystème Cosmos, par exemple. Après, sur comment décentraliser la partie prover, comment enchaîner les preuves et tout. Enfin, c'est assez compliqué parce que la décentralisation du L2, c'est pas aussi simple que la décentralisation du L1. Il suffit pas de dire je mets plein de nodes et ça résout le problème. Parce que comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs composants, il y a le prover, le séquenceur, etc. Mais voilà, cette série de 7 posts explique en détail le plan pour la décentralisation. Ok, très bien. Ouais. J'ai vu pas mal de questions. Ça, c'est vraiment pour les techos. Vraiment pour les techos. Ouais, pas mal de questions. Il y en a qui se sont même permis des critiques d'ailleurs, mais j'ai pas voulu feed. Vas-y, feed, parce que j'aime bien les petits trolls. J'aime pas quand c'est un peu gratuit, tu vois. Mais... Non, mais vas-y, ramène, parce que moi j'aime pas les gens qui parlent derrière leur écran sans leur répondre. On va leur répondre à ça. Non, mais c'est vrai, un peu de drama, vas-y, let's go. Ouais, je vous remets le chat. Donc ça s'affiche à partir de maintenant. Vas-y, ramène-moi. Déjà, tiens, ce que j'avais dit en live, tu vois, on a beaucoup de Layer 1 monolithiques qui s'éloignent un peu d'Ethereum ou qui font de l'EVM. Quitte à faire de l'EVM, moi je considère qu'Avalanche fait partie des meilleurs. Voilà. Pour moi, c'est un Ethereum, sous stéroïde. Avalanche, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, pourquoi? Pas du tout. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est très dommage dans la crypto, c'est que on compare jamais, Apple to Apple. Donc, on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire que tu peux pas dire qu'Avalanche est un système et Ethereum sur stéroïdes sans dire les compromis et les sacrifices qu'ils font. Évidemment, Ethereum, si on s'en fout de la sécurité de la décentralisation, on peut gérer beaucoup plus de TPS si on veut, etc. Mais c'est voulu que Ethereum ne gère pas plus de transactions. C'est limité volontairement par le protocole. Pourquoi? Parce que sinon, ça impose, par exemple, que les gens aient des nœuds qui soient plus puissants. Ça impose que la taille de l'État va grossir plus rapidement, etc. Donc non, Avalanche n'est clairement pas un Ethereum stéroïde. Ils ont fait juste des sacrifices qui fait que ça peut tourner plus vite. Certes, comme Solana, si tu enlèves la sécurité, la décentralisation, tu peux dire c'est 1000 fois mieux qu'Ethereum. Oui, ok. Il faut savoir pourquoi on fait tout ça. Si on oublie les raisons même pour lesquelles on fait tout ça, en fait, dans ce cas-là, le Web 2, c'est mieux que le Web 3. En fait, parce que si tu oublies la décentralisation et la sécurité, t'as aucun intérêt. Enfin, compter juste la scalabilité, c'est pas parce que tu vas me dire qu'ils ont des transactions en sub-secondes, etc., que tu vas me dire que c'est mieux qu'Ethereum. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de sécurité et de décentralisation. Et ça, c'est pour moi, perso, c'est pas un niveau qui serait suffisant pour me dire que c'est une alternative viable au système qu'on essaye de changer. Là, on a un Avax Maxi parmi nous que tu connais bien. Gourou. Ah. Ouais. Du coup, quels sont les sacrifices? Petite parenthèse Avalanche, quels sont les sacrifices du coup? On en a déjà parlé longuement avec Gourou. Je pense que, j'adore Gourou, je t'adore, hein, je te kiffe Gourou, mais je pense que, sachant que ça fait très longtemps que t'es dans le domaine et que tu connais bien le domaine, je pense qu'au bout d'un moment, tu les connais très bien, les sacrifices qu'ils font, et que t'es un peu dans le déni où tu veux pas admettre ces sacrifices. Non, mais c'est vrai, on en a parlé très, très longtemps. Et plusieurs fois, tu m'as dit que
Avalanche n'était pas un concurrent d'Ethereum. Il ne faut pas le comparer parce que ça ne fait pas la même chose. Mais ça ne répond pas à mes besoins. Cite les sacrifices, dis les termes. Non, mais pour les 150 personnes qui nous écoutent et les milliers sur YouTube, quels sont les sacrifices? C'est-à-dire que on peut pas avoir le même nombre de nœuds. Bah oui. Par exemple, avec ça, le consensus, le consensus d'Ethereum, il est fait pour marcher avec plusieurs millions de validateurs, littéralement. D'accord, plusieurs millions. Là, en validateur logique, pour l'instant, on est, je sais pas, peut-être 500 000 ou un truc comme ça. Ça veut pas dire que c'est 500 000 entités différentes, bien sûr. Mais ça pourrait. Là, il gère et on veut pouvoir gérer. Oui, c'est ça, exactement. Sacrifice inhérent au trilemme de la blockchain. Tout à fait. Gourou, si tu veux, reste droit dans ta ligne et dis-moi que Avalanche n'est pas concurrent d'Ethereum et qu'il a des avantages pour certains cas d'utilisation niche, entreprise, je sais pas quoi. Et là, je peux te dire oui, d'accord. Mais si tu me dis en comparaison d'Ethereum sur la même chose, sur la même créneau, jamais ta vie. Et tu le sais très bien. Et tu me l'as déjà dit déjà. Et même publiquement, tu l'as déjà dit. Donc, si tu dis, OK, on peut pas les comparer, c'est pas la même chose, ils font pas la même chose, et Avalanche est mieux pour X, Y, Z, ouais, d'accord. Donc, tu dis qu'Avalanche ne peut pas gérer 1 million de nœuds, du coup. Non, un million de nœuds, oui, 1 million de full nodes, oui, mais... Ensuite, bon, il y a la finalité des transactions, c'est lié au consensus. Pour le moment, on n'a pas de cas pratiques qui nous permettent de voir Avalanche avec autant de TPS, donc on va pas parler de ça. Par contre, ça, je pense qu'on serait d'accord là-dessus, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Si on avait un Avalanche avec autant de capitalisation qu'Ethereum et autant d'usage qu'Ethereum, on aurait probablement des transactions qui coûtent aussi cher d'un côté comme de l'autre, non? Alors oui, de toute façon, c'est clair que si tu veux gérer... Enfin, c'est pas magique. En fait, tout ce que tu fais sur un réseau, que ce soit la bande passante, que ce soit le stockage, que ce soit la mémoire, etc., c'est un coût. Donc, Avalanche n'est pas magique. Soit tu vas opérer à quelque chose qui va être à perte, ou soit le protocole il n'est pas sustainable en termes de fees. D'accord? Il faut que la valeur que les utilisateurs soient prêts à payer pour être inclus dans le réseau soit supérieure à son coût pour opérer. D'accord? Et sinon, le protocole il n'est pas sustainable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que, OK, il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant. Et ça revient un petit peu au tableau que j'ai mentionné précédemment. Quand on parle de la décentralisation et de la neutralité d'un protocole, on parle aussi de la gouvernance du dit protocole. C'est-à-dire que on va pas juste comparer la stack technique, etc. Il faut aussi comparer qui gouverne le protocole, comment sont faits les upgrades, comment sont gérés. Et là, pareil, s'il y a bien un truc qui a pas match, c'est sur la gouvernance du protocole. On a d'un côté Avalabs qui est unilatéralement va décider les upgrades du protocole, va opérer la stack. Je pense qu'il y a, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils ont qu'une seule implémentation des nœuds, etc. Voire, il y en a peut-être une deuxième qui vient d'arriver récemment, je crois, mais je sais pas qui l'opère. Mais eux, en tout cas, ils décident les upgrades unilatéralement. D'accord? Donc ça, c'est un énorme problème. D'accord? Une blockchain, pour être crédiblement neutre et suffisamment décentralisée, il faut aussi que sa gouvernance soit bien décentralisée. D'accord? Donc ça, Ethereum, c'est un groupe d'entités et aussi un nombre... Ethereum a 9 ans, Avalanche en a 3. Hein. Faut quand même... Ouais, effectivement. Ça, t'as raison. Donc toi, ton point, c'est est-ce que Avalanche a les chances de devenir aussi neutre, aussi décentralisé, aussi en termes de gouvernance? C'est ça un peu ton point? Moi, je suis... En fait... Bon, déjà, je garde toujours en tête qu'il y a Gourou qui nous écoute, qui a son billet, etc. Il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui nous écoutent. Faut pas les embrouiller. J'ai vu quelqu'un dans le chat s'en plaindre. Excusez-nous. D'accord. C'est pas le but. Il y a des connaissances que j'ai et des connaissances que j'ai pas. Moi, de base, je me dis quoi? Je me dis Avalanche, ils ont un consensus amélioré. Un consensus qu'on va juger supérieur à Ethereum. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'usage, que ce soit moins cher, que ce soit plus rapide en termes de finalité, avec une capacité à éponger. En plus de ça, on a le scaling qui se fait pas avec des roll-ups. Ici, il se fait avec des subnets. Et on a la capacité de faire circuler de la valeur de subnet en subnet normalement. On a aussi plusieurs intégrations de machines virtuelles. On en a en Rust, on en a en Wasm, on en a en Solidity, on en a HyperSDK, je ne sais même pas ce que c'est, mais il y a plusieurs implémentations au niveau des subnets, donc je me dis il y a quand même des volontés, quand même une volonté de faire évoluer les choses. Ensuite, au niveau de la gouvernance, jusqu'à, je dirais, il y a 3 ans, Ethereum, c'était l'Ethereum Foundation et Consensus, et il n'y avait personne d'autre. Hein. Enfin, tu avais des gens qui proposaient des trucs dans des EIP, mais je n'avais pas le sentiment que c'était très décentralisé. Si, corrige-moi si je me trompe. Il y a 3 ans 3 ans, en 2020. Bon, si. Le début de la DeFi, ouais. Attends, même en mois de 2018, quand je suis arrivé chez Consensus, à ce moment-là, il y avait même encore Parity qui était là comme gros acteur, t'avais Nethermind qui était là en gros acteur, et t'avais beaucoup aussi d'indépendants, de développeurs indépendants qui travaillaient en open source et qui participaient activement aux EIP et compagnie.
Donc, non, ça fait quand même un moment que la gouvernance du protocole est bien décentralisée. C'est vrai. Alors, Parity, c'est ceux qui sont derrière Polkadot aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. À l'époque, qui était sur Ethereum. On a Nethermind qui est toujours là. Qui fait quoi qui propose des clients, des clients pour les nœuds d'exécution et de consensus, je crois. Ouais. Et puis d'autres indépendants. Ok, effectivement. Beaucoup d'indépendants. Mais en fait, c'est simple. Regardez le repo, l'endroit où il y a toutes les EIP, et regardez combien de personnes qui sont activement en train de proposer des changements, etc. Je n'ai pas regardé récemment sur Avalanche, mais je pense pas qu'il y a énormément de gens qui contribuent à ce repo-là. Attendons. Je vais essayer de regarder rapidement. Avalanche Improvement Proposal. Alors pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, j'aime bien structurer. Vous voyez, on a commencé avec Ethereum. Ensuite, on est passé à Starknet. Là, on est un petit peu sur la décentralisation et sur le cas Avalanche. Après, on va parler d'autres choses, bien entendu. Mais comme ça permet d'avoir un programme varié et structuré. Normalement, dans la description YouTube, vous aurez le timestamp. Gourou, tu as le lien des IP, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à le trouver sous la main, si tu peux le trouver. Si tu as le lien des IP. Ah, aussi un truc que je voulais préciser, sur l'âge. En fait, c'est un truc qui est intéressant. Moi, je crois, ma théorie, c'est peut-être un peu trop extrême, c'est que je crois qu'on n'aura jamais plus une chance d'avoir un lancement d'un protocole qui sera suffisamment fair et décentralisé. Donc, il y avait Bitcoin qui est la conception immaculée, en proof of work, full distribution fair et en plateforme de smart contract, tu parles. Ouais, parce qu'en pur transactionnel, on a vu des chaînes en proof of work type Caspa qui ont exactement. Je parle en type alt L1 de type General Purpose Ethereum, quoi. Ethereum Lite, Parce que pourquoi, en fait, il y a trop d'incentives financières pour que ça soit capturé par des VC. C'est comme Aptos, Sui, etc., qui ont objectivement innové. Je vais jamais dire que Sui, Aptos n'ont pas innové. La team Libra, en termes de consensus, ils ont apporté énormément de choses. Ce qu'ils ont fait avec Roadstuff, Narwhal et Bullshark, c'est énorme. Mais pourquoi je les considère pas comme un élan suffisamment décentralisé et crédible? C'est aussi pour le mode de lancement qui est capturé day one par des VC. Par exemple, moi je vous le dis, si Starknet était un L1, je considérais pas que c'est un L1 qui est viable parce que il est trop capture par Starkware, par des VC, etc. J'accepte ces compromis, ces trade-offs pour un L2 parce que c'est beaucoup moins important parce qu'on va hériter de la sécurité et de la décentralisation du L1. Mais même sur Avalanche, donc déjà, Bitcoin pur, Ethereum moins pur. Déjà, tu as la ICO pre-mine, mais je considère quand même que vu l'époque, il n'y avait pas encore assez de monde qui était intéressé. C'est quand même une distribution qui était relativement fair. Et en plus, il y a eu 6 ans de distribution en proof of work. Maintenant, il n'y aura plus jamais une distribution aussi fair. Et Avalanche, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus capture que Ethereum. Et tout est relatif. Et plus on a avancé dans l'histoire des blockchains, plus des enjeux économiques. Oui, le contexte est extrêmement important. C'est pour ça que même s'il y avait un L1 qui était objectivement mieux que Ethereum à tous les niveaux, le mode de lancement influerait, je suis désolé. On n'est pas en train de builder des systèmes classiques, en fait. L'aspect philosophique est extrêmement important. En fait, moi, c'est ça qui me rend ouf des fois et que j'arrive pas à accepter, c'est que, bordel, on fait pas tout ça pour rien, putain. On est en train de combattre un système, on est en train de vouloir changer un système monétaire, on est en train de faire des trucs qui sont bien plus grands que nous tous. Le contexte est important, la façon de lancer est important, l'aspect philosophique, il doit toujours servir, la tech doit toujours être au service de l'aspect philosophique et pas l'inverse. C'est aussi pour ça, et des fois c'est vrai que j'ai oublié de le dire clairement, et c'est pour ça que je disqualifie tous les Ethereum maintenant. Mais c'est pour ça que même si Avalanche était un Ethereum in steroids, ce qui n'est pas le cas, je pense que même techniquement c'est pas le cas. Il y a des choses des raccourcis qu'ils ont fait que Ethereum peut très bien faire aujourd'hui, mais qu'on ne fait pas pour des raisons valides, parce qu'on veut être capable de gérer un certain nombre de validateurs très grands, etc. Mais même si c'était le cas, ça suffit pas, parce que trop capture, diriger unilatéralement. Et si tu veux, c'est toujours pourquoi on ferait confiance à un acteur qui contrôle le truc, qui n'aurait pas d'incentive à le lâcher progressivement, si tu veux. Donc pour un L1, c'est problématique. C'est très problématique. Je vois ce que tu veux dire. T'as vu passer le pétage de cap d'Archemy récemment ou pas? Et il a raison. Il a dit l'écosystème, il s'est un petit peu pourri. On a perdu les raisons pour lesquelles on fait tout ça initialement. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Voilà, pour faire la précision, pour pas déformer mes propos, parce qu'on sera sur YouTube, on sera diffusé. Moi, je parle pas. Il est tombé sur 2 acteurs. Ça le regarde. Je suis pas forcément d'accord sur qui il est tombé pour comment il aurait tombé dessus. Voilà. Par contre,
le message, et c'est là où je le suis à 100%, c'est putain les gars, on a des tokenomics qui sont fracassés, et sur un Layer 1, c'est clairement problématique parce qu'effectivement, quand c'est sur un produit type gaming ou des trucs DeFi ou machin, c'est plus ou moins grave, on va dire. Mais quand tu parles vraiment d'une blockchain, ou d'une blockchain pour exécuter, bah, si tu as une tokenomic pétée, c'est dérangeant. Et moi, c'est vrai que putain, je me laisse convaincre par les maxis. Des fois, le proof of stake en l'état, que ce soit sur Ethereum comme il est fait, ou sur les chaînes en DPoS comme il est fait, il m'emmerde ce proof of stake. Ouais, mais complètement. C'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, ça c'est une très bonne précision. Comment tu veux que je considère fucking Avalanche déjà, ou que je commence à, c'est pas que je commence à avoir des doutes, j'ai des doutes depuis le début sur le proof of stake. Je suis même plus aussi sûr à 100% que Ethereum peut réussir. Pour moi, il est encore trop risqué, il peut encore se faire capturer, etc. Donc ne me parlez pas des alt layer 1 de merde qui sont déjà foutus. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Même pour Ethereum, j'ai des doutes maintenant. Et j'en ai depuis le début. Et effectivement, le proof of stake m'emmerde énormément. Il m'emmerde énormément. Tu peux citer les doutes sur Ethereum très, très simple pour les gens clairement, qui nous je pense que le proof of stake, il le met à risque, surtout maintenant, du fait qu'au début, on n'avait pas les withdraws qui ont tardé à venir, qui a fait qu'il y a eu de la concentration avec Coinbase et d'autres acteurs, etc. Donc, je pense qu'on est à risque de capture. Il y a un risque de capture. Heureusement que les gouvernements sont trop cons pour pas essayer de le saisir maintenant qu'il est saisissable. J'ai encore de l'espoir. Je dis pas qu'il est foutu pour Ethereum. Mais même pour Ethereum, c'est pas gagné. Le combat, il va être rude. Il faut qu'on lâche rien sur la diversité des clients, sur éduquer les gens à faire du staking at home, etc. Mais pour moi, Ethereum est le seul smart contract, plateforme de smart contract layer 1 qui a la moindre chance d'y arriver. Et déjà, c'est même pas gagné. Alors, si tu veux, moi, c'est ça. Je suis très pragmatique. Bitcoin, qui est encore plus pur qu'Ethereum et à certains égards plus décentralisé et moins capturable grâce au proof of work, même lui, c'est même pas gagné. D'accord? Donc après, t'as Ethereum. Déjà, il faut accepter le fait de dire, est-ce qu'on a réellement besoin de décentraliser autre chose que la monnaie? Déjà, rien que ça, c'est un débat qui mérite d'avoir lieu. Est-ce qu'on se dit même pas, Ethereum, c'est overkill, on s'en fout de décentraliser autre chose que la monnaie? Ouais, peut-être. Décentralisé à outrance, c'est donc ça déjà, que tu veux dire. Voilà, donc ça, plus tu rajoutes de la complexité, plus c'est dangereux pour la sécurité, etc. Et Ethereum, moi j'y crois encore et je pense que ça peut marcher, mais c'est même pas gagné. Mais tout le reste, ça n'a aucune chance sur les L1. C'est pour ça que je crois plus du tout à aucun alt layer 1. À la limite, franchement, à la limite, à choisir dans un alt layer 1, tu vois, ça va peut-être être bizarre que je dise ça, mais je commence même à préférer un Solana qu'un Avalanche qui a décidé dès le début, day one, de embrasser sa voie et de pas chercher à Avalanche. Je suis désolé, ils ont beaucoup trop joué sur on est un NEV, un Ethereum qui est mieux, d'accord? On prend Get, on fait ça, on change 2-3 paramètres. Bullshit, ça c'est du fucking bullshit. Mais là on est sur du philosophique, c'est encore un autre débat ce que tu me dis. Parce qu'après il y a comment les jetons sont répartis, comment les développements sont faits, exactement. Comment la validation est faite ensuite avec ces jetons. Il y a plein de trucs. Ouais, moi je pense qu'ils ont manqué d'honnêteté intellectuelle depuis le début, clairement. Et sur le côté on fait mieux qu'Ethereum. Ça, vraiment, ils ont été très malhonnêtes intellectuellement sur ce qu'ils faisaient avec Get, juste customiser 2-3 paramètres en disant que c'est mieux. Mec, c'est pas parce que tu changes le bloc limite de Get que ta blockchain est plus scalable. Enfin, bref. Mais leur consensus est quand même supérieur à quelques tweaks. Supérieur à quoi? À quelques tweaks du client Get. Ça va quand même plus loin que ça, non? Non, bien sûr, je ne veux pas résumer à ça, mais bien sûr, ça on est d'accord. Mais supérieur, non. Encore une fois, tu ne me feras pas dire le mot supérieur. Ok, il n'y a pas de souci. Parenthèse sur Cosmos, alors juste je prends la main sur ça. Moi, ce qui me dérange avec Cosmos, c'est que déjà, combien tu as de validateurs sur Cosmos? 100, 125? Voilà. Ouais. Voilà, donc déjà, on a qu'en proof of stake de base, pour ceux qui nous écoutent, il y a un problème, c'est que derrière un validateur, on ne peut pas savoir qui c'est. Donc en fait, tu pourrais avoir 125 validateurs et tu en as la moitié, donc on va dire 50, 60, 75. Ça peut être une seule personne qui les fait tous tourner et qui répartit les jetons sur tous les validateurs. Donc en fait, en vitrine, tu as 125 validateurs, mais en backstage, peut-être que tu n'en as que 50 ou tu n'en as que 40. Donc ça se cartélise, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi faire pour créer de la valeur autour d'Atom. Alors après, il faut savoir ce que tu veux avec Cosmos. C'est-à-dire que le IBC, le protocole IBC qui permet de faire circuler de la valeur, c'est un standard. Je pense qu'il va être adopté. Je pense qu'il est supérieur à ce que peut proposer Polkadot, etc. Et peut-être que je me trompe, mais ils ont été un peu avant-gardistes là-dessus. Par contre, pour ce qui est du jeton Atom, donc son prix, finalement, c'est compliqué parce que si ta seule utilité c'est de dire tu vas toucher des airdrops, c'est un peu problématique. Moi j'en ai déjà parlé dans une émission.
T'as pas de gros protocole DeFi sur Cosmos. T'as pas de grosse collection NFT sur Cosmos. T'as pas d'application gaming sur Cosmos. T'as pas d'usage en fait. C'est juste un hub. C'est juste un hub où tout le monde va faire circuler de la valeur, mais personne rend la couronne à César. Les autres chaînes souveraines de Cosmos ne rétribuent pas de la valeur à Cosmos. Et quand on essaie de proposer des choses, comme Atom 2.0, la communauté se divise, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, Cosmos, ça fait quelques années que c'est sorti. On a l'intern chain security sur 2 chaînes aujourd'hui. Une chaîne, c'est quoi la première? C'est Neutron, je crois, qui est un Juno-like pour de l'exécution de smart contracts. Je ne sais pas du tout ce qui se build dessus. Tu vois, je ne suis pas du tout au fait de ce qui se build dessus. Et une deuxième chaîne pour du liquid proof of stake, quoi. Tu vois, pour le moment, l'intern chain security, c'est au cas par cas. Il faut que ce soit approuvé par des votes de gouvernance, etc. Ça avance pas beaucoup. L'idée avec Atom 2.0, c'était de pouvoir peut-être automatiser un petit peu plus le process. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein. C'est juste qu'Atom, ça avance pas. Tu vois, nous, on parlait, quand on commençait à se parler avec Abdel en 2021, on était là en mode Atom Season et tout. On a vu Juno. Regarde Juno aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Juno, tu vois? Ça bouge pas et c'est assez inquiétant. Donc, techniquement, c'est intéressant. Mais en termes de décentralisation, effet de réseau, utilité, c'est pas terrible. Donc ça, c'est ma version d'effet sur Cosmos. J'attends la tienne, Abdel. En vrai, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est littéralement tous les points que tu as dit, c'est ce que je reproche à Cosmos. Delegated Proof of Stake, moi j'ai un gros problème avec ça. Effectivement, la cartélisation des validateurs sur Cosmos est incroyable. Juno sur tableau d'Abdel. Ah non, c'est pas le même Juno. Juno, c'est un full node développé par Mastermind. C'est un full node Starknet. C'est pas le même Juno. Effectivement. J'essayais de comprendre ce que tu disais. Oui, donc cartélisation des validateurs, etc. Donc en fait, dans les faits, l'utilisateur, c'est difficile pour eux de choisir. Donc ils prennent un random dans le top 10 et voilà, ça concentre. En plus, il y a des accords de chaque chaîne dans les fondations qui dit vas-y, je te délègue X token chez toi, tu m'en délègues, etc. Ce qui fait que ça renforce la concentration des validateurs. Donc Cosmos, je le considère d'un point de vue tech. J'ai aucun problème à utiliser leur tech. Par exemple, Tendermint, c'est génial, etc. Le Cosmos SDK, je pense qu'ils ont fait des trucs cool et tout. La logique des AppChain, je la trouve intéressante, mais je considère plus cet écosystème comme viable ou une alternative. Pour moi, tu vois, le meilleur des mondes, c'est la version AppChain interopérable chaîne souveraine de Cosmos, mais sur l'écosystème Ethereum au travers des L3. Donc moi, c'est vraiment ça le futur. C'est des L3, des AppChain qui seront souveraines, qui auront tous les avantages d'une chaîne souveraine, qui pourront innover comme ils veulent et tout en ayant la scalabilité du L2 et la sécurité du L1. Mais moi, j'ai une question. Je suis pas développeur, tu vois. À l'époque, tu me disais les outils de développement sur Cosmos, ils étaient vraiment sympas. Pourquoi on voit pas de gros protocoles? On a DYDX qui va arriver avec sa chaîne souveraine. Ouais. Oui, c'est big. Hein. Alors, je pense, en termes de pourquoi, j'imagine, je pense que TVL, je dirais, il n'y a pas assez de TVL, il n'y a pas assez d'utilisation. Je sais pas, c'est peut-être un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour amener de la TVL, tu as besoin de bons protocoles, mais les bons protocoles, ils sont pas trop tentés d'aller sur un écosystème s'il n'y a pas de TVL. Je sais pas, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça a du mal à prendre. Peut-être que DYDX va réussir à changer la donne, hein. C'est possible. Ouais, il manque de user et TVL. C'est quelqu'un qui dit ça dans le chat, et ouais, je pense que globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que le move de DYDX est risqué. Mais donc ouais, Cosmos sympa en termes de tech, mais j'y crois plus en tant que blockchain. C'est vrai que le crash Luna, ça leur a fait du mal, les pauvres. Ouais, en plus. Le crash Luna, ça fait du mal. Pour vous résumer ce qui s'est passé, en gros, si vous voyez, Cosmos commence à se lancer. Après, le vrai DEX de Cosmos, c'est Osmosis. Donc, on a commencé à avoir des chaînes souveraines avec des altcoins sur Osmosis progressivement. À utiliser, c'est un régal. Moi, j'adore Osmosis. C'est pas cher, ça va vite, c'est top. Ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, tous ces altcoins avaient une paire en stablecoin. Il n'y avait pas d'USDT natif, il n'y avait pas d'USDC natif sur Cosmos à l'époque. Donc, le stablecoin, c'était l'UST de Luna. Et en fait, quand il y a eu le crash Luna, ça a envoyé à la cave tous les altcoins. Et ça a été vraiment un problème de timing horrible parce que peu de temps avant le crash de Luna, t'as Axelar qui est arrivé, qui commence à proposer du DAI, de l'USDC, etc. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai perdu énormément d'argent parce que je ne savais pas que je pouvais swapper mon UST contre de l'USDC Axelar. Si je l'avais su, je l'aurais fait directement. Et je ne l'ai pas fait et j'ai perdu une somme incalculable. Mais mis à part ça, c'est des choses qui mettent du temps, en fait. Et ça, pendant le bull run, ça n'a pas bougé assez vite. Et puis, on est parti en bear. Et au final, la valeur, elle revient à Ethereum. Ouais.
T'as un mec de l'audience, la Gogoon, qui est waouh, il y croit dur comme fer à Avalanche et CCNet. Ouais, il adore Avalanche et la Ah Gogoon. ouais, il dit que Cosmos et Ethereum, pour subsister, vont devenir un subnet Avalanche. Putain, le retour à la réalité va faire très mal. Waouh. Ah ouais, non, mais là, à ce moment-là, si vraiment t'es sérieux, mec, ça va être chaud pour toi. Mais fais gaffe à toi. Je souhaite que du bonheur. Mais ça va être dur. Ça va être très dur le retour à la réalité. Si tu crois vraiment ça. Non, mais vraiment, j'essaie de processer. Quand il a dit, Ethereum pour subsister doit devenir un subnet. Il y a un petit côté troll. Alors, si c'est un troll, tant mieux. Donc, dans ce cas-là, très cool. Mais je sais pas. Depuis tout à l'heure, il a l'air de faire le fanboy extrême. Donc, j'ai peur qu'il soit sérieux. Mais bref, c'est la vie. Ok. Est-ce que Starknet va être DA agnostique à terme? Ah, ça passe. Que penses-tu des solutions de DA disponibles? DA, c'est Data Availability. Solution de DA disponible. On a Celestia, Eigenlayer et compagnie. Donc oui, Starknet, nous justement, on veut développer ce qu'on appelle le Volition, qui va être quelque chose qui va permettre aux développeurs de smart contract de choisir quel mode de DA il veut. Donc possiblement qu'on pourra avoir peut-être du Celestia, Eigenlayer et compagnie dispo en DA pour Starknet. Donc ça veut dire qu'au lieu de renvoyer les données comme on disait tout à l'heure sur Ethereum, on pourra choisir d'envoyer une partie des données sur Celestia, une partie des données sur Ethereum, etc., en fonction du degré de sécurité qu'on veut pour ces données. D'accord? Donc, ouais, possiblement Celestia. En tout cas, moi, il y a quelqu'un qui posait une question sur Madara tout à l'heure, qui est un séquenceur pour Starknet pour les L3. En tout cas, pour Madara, moi, mon but, c'est de supporter Celestia et Gunlayer. On travaille avec eux, là, justement, pour être capable pour les L3 de choisir où ils vont envoyer leurs données. Donc, ouais, c'est en cours, là, par exemple, on a l'intégration Celestia qui va arriver bientôt sur Madara. On va pouvoir parler d'autres projets Fonda aussi. Je m'étais fait une petite liste, Abdel. Une belle liste. On va enchaîner sur ça. Juste avant, moi j'ai une question. Parce que tu vois, on parle souvent de Celestia, on parle de plus en plus d'Eigenlayer et de EigenDA pour le data availability, mais il y a aussi Polygon Avail. Tu as un avis sur la solution de Polygon? Ouais, justement, j'ai oublié de les citer, mais on travaille aussi avec eux, justement. Je connais très bien la team Avail, je les aime bien. Ils sont sortis de Polygon, by the way. Donc, ils ont spin-out de Polygon. C'est une entreprise. Ça s'appelle Avail. Ouais, exactement. Donc, ils ont créé leur boîte et ils font un compétiteur à Celestia Eigenlayer, comme tu viens de le dire. J'aime bien. Ils sont basés sur Substrate. Donc, Celestia, la solution, c'est basé sur Cosmos SDK et Avail, c'est basé sur Substrate. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. Ils sont très peu connus, d'ailleurs, comparé à Celestia. Tout le monde connaît Celestia, très peu connaît Avail. Moi, j'aime bien parce que c'est une stack en Rust avec Substrate. Donc, ouais, moi, je les aime bien. Je les trouve sérieux, compétents. On travaille avec eux, justement, pour intégrer Avail pour les L3 Starknet. Ok. Substrate, si jamais, c'est le framework de Polkadot. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. Dinguerie. D'ailleurs, dinguerie. Supérieur, Cosmos SDK. Je le dis, je l'assume. Banger, du coup. Dinguerie, ouais. Gros banger. Ça marche. Et écoute, on va enchaîner sur mes questions. Alors, je me suis noté pas mal de projets. On va commencer par un Layer 2 qui a fait de la com hier. Il est très probable que tu ne le connaisses pas. Il s'appelle Layer N. Non, je connais pas. Et écoute, on va regarder ça tout de suite. Excusez-moi, j'ai des bugs d'affichage, c'est la galère. J'enlève le chat parce que sinon on n'y verra rien. C'était pas pour vous censurer, les copains. Voilà, donc Layer N, je me base sur quoi? Vous voyez, voici mes notes. D'ailleurs, on fera un petit point sur le mini-drama, on l'oubliera pas celui-là. Mais avant ça, il y a eu un thread Twitter qui a été publié par Steffi, qui bosse pour Messari. Parce qu'ils ont fait un rapport complet de 60 minutes de lecture sur les Layer 2. Il faut un forfait entreprise chez Messari, que je ne l'ai pas. Mais en revanche, on a un super thread Twitter qui fait vraiment le point sur la stack modulaire. Donc, il y a Starknet dedans, mais pas que. Il y a tout le monde. On voit de la data availability, on voit du sequencing, on voit d'ailleurs order flow abstraction. J'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a du monde. Il y a Avalanche ou pas? T'es pas sérieux. Quel gros troll. Mais du coup, voilà, il y a Layer N. Alors, Layer N, accroche-toi bien. Ils se disent être le Layer 2 de la DeFi. Avec moins de 50 millisecondes de latence. Je sais pas comment c'est possible. Ils se disent 300 fois plus rapide que Polygon, 100 fois plus rapide que Solana, 300 fois plus rapide que Starknet. D'accord. Voilà, donc on est sur un bon 10 000 à 30 000 transactions par seconde. On est sur un bon bullshit, ouais, ok. Ouais, voilà. Donc après, ils auraient un roll-up EVM et des roll-up souverains. Ils disent avoir une technologie hybride, je crois, avec de l'optimisme et du ZK. On va aller sur leur Twitter. Franchement, rien que là, ça sonne trop bullshit. Je suis désolé, il faudra que je dise, j'aime pas juger comme ça, mais la façon dont ils se présentent, ça sonne tellement bullshit.
Mec, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Ça fait putain. Mais mec, c'est un bizarre. sondage de buzzword. ZK OP Hybrid Rollup is native anti-rollup messaging in tier liquidity. Ok. Regarde. Ouais, On descend un peu. Il se base sur RIS0 du coup, dont on parlera ensemble. Ah, non, Risk Zero, c'est autre chose. Ça, c'est très sérieux. Et pour la DA, Gunlayer, donc il y a du buzzword, mais il y a des techs de l'écosystème. Ils sont follow par qui? Ils sont follow par Federico, Ok. une VC qui fait des analyses fonda sympas, le copain Ruby qui bosse chez Fuel, tu sais, le Fuel VM, Ouais. Stéphane Messari, donc qui les a mentionnés. Hein. Et Écoute, on a aussi Austin qui bosse à la fondation Solana. Tu sais quoi? Moi, ce que je ferais, je veux bien que tu m'envoies le lien. Je regarde leur GitHub. Moi, je m'en bats les couilles de tout ce bullshit. Je veux voir ce qu'il y a en concret parce que c'est facile de dire 300 fois Solana. Mais j'aimerais bien voir s'il y a du concret. Je te l'envoie sur WhatsApp. Ouais, carrément. Après l'émission. Là, mais tu vois, la com est toute fraîche. Hein. La com est toute fraîche. Hein. Bah, c'est une bonne com à pigeon, ouais. Là, elle est vraiment bien. Ça sent bizarre, en tout cas. Ouais, moi j'aime pas. Peut-être qu'ils se sont branlés sur du théorique et qu'en pratique, on ne sera pas à 30 000, on sera à beaucoup moins. Et moi, je vais te dire, ce qui me choque, c'est la latence. Donc là, ils disent moins de 50. Là, ils disent moins de 100. Moi, je suis gamer, tu vois. Déjà, jouer avec un pote, il est au Canada, il a plus de 100 de ping. Oui, déjà, sans décentralisation, t'es déjà... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, je comprends pas comment c'est possible. Déjà, moi, c'est un truc qui me froisse, c'est que quand tu arrives sur le site, déjà, t'as aucun lien vers un GitHub évident. Ça me plaît pas. Tu vas sur la partie développeur, tu tombes sur un Early Dev Access avec un formulaire à remplir. Red flag, trop de red flag. Je suis désolé, peut-être que je me trompe, mais trop de red flag, mais trop de red flag. Il n'y a pas un paper, il n'y a pas un GitHub, il n'y a rien. C'est chaud. Ouais. Après, il y a encore 48 heures, le site, il n'y avait rien, ils avaient tout caché. Là, ils dévoilent un petit peu, ils vont dévoiler progressivement. Je ne sais pas trop quelle est la stratégie, je ne sais pas qui y a derrière non plus. Donc, ça aurait été sympa de savoir qui sont les gens derrière. Pour le moment, j'ai pas. Donc, on va passer. Ouais, ça va raiser des sous, ça va disparaître. Franchement, c'est pas impossible. Moi, j'aime pas. Moi, ça sonne trop bullshit. Il y a pas mes trucs qui me plaisent quand j'arrive sur un nouveau projet qui claim autant de claims. Si t'as pas un truc pour appuyer tes claims, mon gars, ça sent très mauvais. Tu vois. Je veux au moins un paper, au moins un GitHub, etc., qui est facile d'accès. Là, tu cliques sur développeur, t'arrives sur un formulaire à remplir. La Goon dit que je préfère Avalanche. Donc, pour le coup, je veux bien l'admettre, je suis d'accord avec toi. On va se réconcilier. C'est le moment où je te mets face à l'ennui. Ouais. Je voulais pas zapper ce drama. Non, j'ai gagné. Ouais. Non, on va parler d'un petit drama qu'il y a eu sur Starkware. Je vais vous la faire très très courte. En gros, les gens qui mettaient pas à jour leur protocole avec, je crois, des nouveaux contrats Starkware, on leur a répété, si vous le faites pas, au bout d'un moment, il va plus marcher et vous pourrez pas récupérer l'argent sur vos applications décentralisées. C'est ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu un peu plus de 500 000 balles qui ont été bloquées sur un contrat. Donc, il y a eu petit drama. Et suite au drama, il y a eu une communication publique de la part de Starkware où justement, ils ont inversé le fait que tout était bloqué pour que les gens puissent sortir leurs sous. Mais qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut éviter ça ? Alors, première chose, je comprends très bien qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça, du FUD et compagnie. Bon, la raison pour laquelle on était obligé de faire ça, de forcer les gens à upgrader leur wallet, elle est technique et je vais l'expliquer. Première chose que je voudrais dire, c'est que cette campagne progressive de mise à jour des wallets, elle dure depuis presque un an. Ça fait quasiment 12 mois et une communication très agressive de la part des wallets, etc., pour inviter les utilisateurs à mettre à jour. Ce n'est pas une excuse, bien sûr, mais c'est pas un choix qui a été décidé du jour au lendemain de dire on va stopper l'accès à vos fonds, etc. Ça fait plus d'un an. Ça fait, à peu près un an avec une communication très massive, très régulière pour les gens. Ceci dit, évidemment, on ne devrait pas avoir à attendre que des users se connectent et mettent à jour leur wallet sous peine de risquer leur fonds. Deuxième chose, on a fait des analytics pour savoir qu'est-ce que ça représentait. Donc, ça représentait $500 000 en tout. Mais tu sais sur combien de wallets? 300 000 wallets. Donc, en moyenne, c'est $1.05 par wallet avec 90% qui avaient moins de ce qu'il fallait pour faire une transaction sur le réseau. Donc, c'est de la poussière qui n'était même pas utilisable. D'accord. Encore une fois, ce ne sont pas des excuses. J'essaie juste de clarifier le contexte pour montrer que c'est pas aussi grave que ça peut paraître en termes de pure pertes financières possibles, etc. Et qu'aussi la campagne dure depuis très longtemps, etc. Mais cela dit, ça n'excuse pas. Pour être
100% honnête, j'étais contre cette chose. Malheureusement, on n'avait pas le choix pour une raison que je vais expliquer maintenant. Oui, voilà, ils peuvent pas upgrade du coup avec moins d'un dollar, effectivement. C'était des gens qui étaient bloqués de toute façon, qui ne pouvaient même pas faire l'upgrade. Donc c'était des wallets fantômes, probablement des airdrop hunters de toute façon. Mais bon, cela dit, ça n'excuse pas. Bon, pourquoi on était obligé de faire cette upgrade? Donc, il faut savoir que un des gros problèmes sur les ZK Rollup, c'est que de base, quand vous utilisez des ZK Rollup, vous devez prouver l'exécution d'une transaction pour pouvoir l'inclure. Mais en fait, il y a un énorme problème. C'est que vous pouvez prouver la bonne exécution d'une transaction, mais vous ne pouvez pas prouver qu'une transaction n'a pas pu être exécutée correctement. Donc, vous pouvez prouver une transaction en succès, mais vous ne pouvez pas prouver une transaction qui n'est pas un succès. Donc, une transaction en erreur, d'accord? Okay. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi c'est un énorme problème? Parce que ça fait que vous pouvez DOS le réseau facilement. DOS, c'est Denial of Service attaque. Ouais. C'est une attaque qui consiste à faire en sorte qu'un système ne puisse plus remplir sa fonction. Bon, il y a différents moyens de faire du DOS. Ça peut être du spam avec des transactions. Ouais, exactement. Et là, il y a une vulnérabilité qui est que si vous envoyez que des transactions qui ne peuvent pas aboutir à un succès, donc que des transactions en erreur, et ben le problème c'est que le séquenceur, donc l'entité qui exécute les transactions, il ne peut pas prouver qu'elles sont en erreur et donc il ne peut pas les inclure dans les blocs. Ok, vous vous dites mais pourquoi c'est problématique? S'il ne peut pas les inclure dans les blocs, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre des frais sur ces transactions. Ça veut dire qu'il va bosser gratuitement pour exécuter des transactions et ne pourra jamais être compensé pour son travail. Donc en fait c'est extrêmement grave et ça c'est un problème que tous les ZK Rollup ont. À Starknet, pardon. Starkware. Je voulais dire Starknet et du coup, ouais, bref. Sur Starknet, on a trouvé une solution technique pour résoudre ce problème de DOS. Donc ça, c'est pareil, c'est une innovation que je pense, j'ai vu personne d'autre qui l'a, ce truc-là. C'est quelque chose qui va permettre de prouver les transactions qui sont en erreur, les transactions qui faillent. Grâce à ce qu'on appelle Sierra, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la nouvelle version de Cairo, d'accord? L'une des grosses évolutions de cette nouvelle version de Cairo, au-delà du fait qu'elle ressemble à Rust et tout, c'est qu'elle va permettre de prouver ces exécutions qui faillent grâce à un langage intermédiaire et tout. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais en fait, le problème, c'est que au bout d'un moment, on est obligé d'avoir que des contrats Cairo avec la nouvelle version pour que ce système marche. Si on ne force pas les gens à upgrade, ça veut dire qu'ils n'ont aucune incentive à upgrade et ils pourront rester avec l'ancien système qui leur permettrait de DOS leur réseau. S'ils n'upgradent pas, ils ont une version où ils peuvent envoyer des transactions qui sont pas prouvables. Donc, ils peuvent DOS leur réseau. Donc, évidemment, c'est pas concevable. Donc, on était obligé de dire à un moment donné, il va y avoir un moment où on veut utiliser que le nouveau Cairo. Et ça, c'est un événement qui est unique, hein. C'est pas quelque chose qu'on va répéter. C'est juste qu'il s'avère que là, on n'avait pas le choix. On doit changer la version de Cairo pour pouvoir supporter ça. Si on n'oblige pas les gens à upgrader, bah, en fait, ils pourraient faire cette attaque toujours. Donc, en fait, c'est pas concevable. Ouais, donc, je capte. Tu peux peut-être essayer de reformuler, peut-être tu y arriveras plus. Non, bah, de toute façon, long story short, il fallait faire un choix stratégique. Idéalement, tu forces pas les gens. Mais d'un autre côté, il y a un souci au niveau du protocole. Si jamais il y a des gens qui s'amusent à spammer le protocole avec cette espèce de faille, on va dire, et en passant sur le nouveau contrat, il n'y a plus la faille. Donc, tu t'évites ce problème. Donc, vous avez forcé le nouveau contrat. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette histoire de faille. Sinon, si c'était que ça, tu ne mettrais pas les gens à risque. Il y a aussi des avantages en termes de performance, etc. En passant sur le nouveau contrat. Ok, alors, très bien. À ça, j'ajouterais aussi qu'on est en train de travailler sur une solution long terme qui permettrait potentiellement, mais là je mets des guillemets parce que je peux pas trop m'engager parce que c'est très compliqué techniquement, mais on réfléchit avec les ingénieurs pour travailler dessus, trouver une solution qui permettrait ad vitam aeternam de pouvoir faire l'upgrade, même dans 10 ans, sans pour autant réintroduire la faille. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, mais voilà, tout ça pour dire que, bon, c'est toujours pareil. Tu vois, la communauté a très mal réagi, on a réagi, et la communauté dit, ouais, mais c'est encore pire, vous avez changé, donc ça veut dire que vous pouviez le faire avant. C'est-à-dire, si tu fais rien, t'es baisé, si je fais quelque chose, oui, mais ça, c'est de la politique, c'est normal. Ouais. De toute façon, tu peux... À un moment donné, tout doit être parfait, et maintenant, c'est un curseur à placer au niveau de la confiance. Il faut juste limiter un maximum les problèmes. Donc ça, t'inquiète. Vous avez bien géré, je pense. C'est juste, faut pas que ça arrive à tous les moments, parce que sinon, la confiance, elle est rompue. Ah, bien sûr, bien sûr. On va parler d'autres projets. Ouais. Tu sais quoi, on va changer de sujet. De toute façon, c'est très clair. On va parler maintenant, sur la partie Fonda, petite introduction. On va parler d'Axiom. On va parler de Herodotus. On va parler de Succinct, si on peut. On va parler de RIS0. Et on va parler de Nil Foundation. On va commencer par Axiom, qui se vend comme un coprocesseur pour Ethereum, donc soi-disant qui aiderait Ethereum à rajouter de la complexité sur le superordinateur Ethereum. Est-ce que tu connais bien le projet Axiom? Est-ce que tu peux nous en parler, Abdel?
Je connais bien le projet Herodotus. Donc en fait, les trois que tu as présentés, ils font la même chose. C'est trois compétiteurs. Donc si tu veux, je peux te parler de Herodotus, parce que les trois font la même chose, c'est des compétiteurs. Ok. Mais Herodotus, c'est celui que je connais le mieux, donc je peux parler d'Herodotus. Donc Allez, commençons par Herodotus. Ouais, Herodotus, c'est un projet. Donc en fait, l'idée, c'est que ils utilisent ce qu'on appelle des storage proofs. Donc là, les storage proofs, ça c'est un mot que vous allez revoir beaucoup. C'est un des trucs qui va beaucoup changer l'écosystème blockchain. Et la DeFi, et notamment résoudre des problèmes de fragmentation de liquidité et de cross-communication entre différentes chains de manière trustless. Bon, désolé, je dis des mots barbares. En gros, Herodotus, ils utilisent une technologie qui est assez magique d'ailleurs, qui va vous permettre, par exemple, vous êtes sur une chain, disons Starknet, au pif. Non, vous êtes sur Starknet, d'accord, dans un smart contract, et vous voulez accéder à de la data, de la donnée qui est sur Optimism, ok? Et ben, c'est une technologie révolutionnaire qui est un mix entre des Merkle Proof et des Zero Knowledge Proof, qui va vous permettre de manière trustless, c'est-à-dire sans avoir à compter sur un intermédiaire, de dire OK, je suis sur un contrat Starknet, mais je veux autoriser un mint de NFT que si le user sur Optimism qui a telle adresse, il a plus de 0,1 Ether. Et ben grâce à cette technologie magique, vous pourrez faire ça, ce qui est énorme, qui va ouvrir la porte à des cas d'utilisation incroyables qu'on ne peut même pas imaginer. Pour moi, les storage proofs, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et souvent, quand j'en parle, je dis souvent que je sais même pas qu'est-ce que ça va enable, tellement c'est un 0 to 1 dans la tech. D'accord. Ouais, c'est vraiment un 0 to 1. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est quelque chose qui va changer la donne. Parce que ça va permettre des choses comme révolutionner la façon dont on fait du bridge, etc. Ça veut dire qu'on pourra même, dans l'absolu, ne même plus avoir à bridger des assets pour pouvoir communiquer, etc. D'accord? Donc, par exemple, oui. ça, par exemple, ça peut révolutionner aussi le DeFi pooling, c'est-à-dire que d'être capable de faire des choses qui vont manipuler des liquidités de plusieurs chaînes en même temps, ce genre de choses. Voilà. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça que ça va permettre, c'est vraiment de la cross-chain communication de manière trustless grâce au Zero Knowledge Proof. Bah oui, Felt est là, il y a Cordev et Herodotus qui est là. Feltruy Prime, les gars, c'est un malade. C'est un malade mental, je l'adore. Suivez-le sur Twitter, les gars, je l'adore. C'est le même pseudo, c'est Feltruy Prime sur Twitter. Bon bah voilà, t'as eu ton coup de pub, frérot. C'est un malade. Un mec hardcore en termes de mathématiques. Si vous voulez en apprendre sur les courbes elliptiques, les polynômes, etc., vous pouvez lui parler. Et donc, il travaille, c'est un core dev sur Herodotus. Ah, je vous l'ai pas dit, mais par exemple, Herodotus, c'est un truc de ouf qu'on est en train de faire en partenariat avec eux. C'est qu'ils vont utiliser notre prover et en fait, ils vont générer, en fait, je peux dire ou non, c'est pas secret. Ouais. Ils vont générer une méga preuve de toute l'historique de Ethereum. Une seule preuve, ZK, qui va être la preuve de toute l'exécution d'Ethereum. Peut-être ça vous fait pas tic quand je dis ça, mais ça veut dire qu'avec une preuve, donc des données, une seule, vous allez être capable de dire OK, la chaîne Ethereum depuis 7 ans, elle a exécuté correctement, sans avoir à runner un full node, sans avoir à faire quoi que ce soit. C'est insane. Enfin, je sais pas si j'arrive à sur la partie Ethereum, ça me parle pas, mais l'exemple que tu as donné avant, ça me parle carrément, parce qu'en fait, tu peux avoir des jetons fongibles, des NFT, tout ce que tu veux, sur plein de chaînes, créer des règles, et sans avoir à bouger les liquidités, donc sans avoir à les mettre à risque, d'une certaine façon aussi, ou créer des produits dérivés, ou ce genre de choses, et bah, exécuter des actions. Ouais, et ça, ouais, effectivement, c'est une dinguerie. Et donc, en fait, ce que tu m'expliques... Ouais, pardon. Pardon. Ce que tu m'expliques, du coup, c'est que bon, ils sont 3 concurrents à le faire. Ouais. Et moi, la question que je me pose en tant que spéculateur, parce qu'on, voilà, faut aussi le dire, il y a un token, on fait des sous comment là-dedans, ça sert à quoi? Qui finance ça? Dans quel intérêt? Et comment moi je peux en profiter, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que cette technologie, ma réponse honnête, c'est que je ne sais pas le business model qu'ils comptent appliquer. Je pense que ça peut être un système as a service dans lequel tu vas probablement consommer leur service en payant une souscription ou quelque chose comme ça. Pour être honnête, je sais pas. Et si tu veux, on peut organiser une interview avec les fondeurs d'Herodotus si tu veux. Hein. Carrément. Felt, note-toi ça. Je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un message et je t'avais pas répondu. Je l'ai gardé en non-lu, mais je t'ai pas zappé. Putain, t'as snobé Felt, mec, c'est une erreur. Je suis désolé. C'était pendant la période Biarritz, Surfing Bitcoin et après on est revenu. Il y avait des trucs à faire. Mais voilà. D'ailleurs, petit coucou, hein. Petit coucou à Sam. Allez. On est là. Mais ouais, c'est toujours intéressant de comprendre le business model, effectivement, parce qu'ils sont 3. Hein. Ils sont 3, visiblement, à faire plus ou moins la même chose. Ouais.
le business model, je sais pas, pour être honnête. J'en sais rien du tout. Moi, c'est la technologie qui m'excite. Elle est incroyable, comme je t'ai dit, c'est un 0 to 1. Ouais, je sais, je suis un geekos, mais je ne sais pas leur business model, mais je peux vous dire que ça va révolutionner des use cases qu'on soupçonne même pas. Parce que là, Herodotus, tu vois, on a une page. Je crois qu'il y a eu une interview chez Journal du Coin ou quelque chose comme ça. Ouais, mais tu vois, je vais te dire un truc, Capet, si tu me permets. Ça, c'est la visualisation de ce qu'a un projet qui se soucie vraiment de faire ce qu'il dit qu'il fait. Exemple, c'est littéralement l'exact opposé de ce que tu m'as montré tout à l'heure avec le bullshit de Layer N. Ah, exactement. Layer N, tu cherches, ça te paraît magique et tout, et en fait, il n'y a rien. Là, tu crois que c'est anodin, et en fait, c'est incroyable. Et par contre, va voir leur GitHub, et c'est là que tout se passe. Et là, je peux te dire que si les gens qui peuvent avoir la chance de comprendre ce qui se passe dans leur GitHub, vous allez comprendre à quel point c'est une dinguerie. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on voit du Kero d'ailleurs. Stark Badge. Ah oui. ZK Sync, Niark, ZK Snark. Ok. Il y a beaucoup de Stark, hein. Je comprends que tu connaisses bien le projet. Bah oui, non, bien sûr, ils utilisent des Stark pour prouver ce qu'ils font. Donc, Axiom, c'est le premier sur ce créneau dont j'ai entendu parler, tu vois. Eux, ils expliquent un petit peu plus, ils parlent de complexité, en fait, de complexité supplémentaire par rapport à Ethereum, mais c'était pas très clair pour moi, parce que déjà, pour moi, un ZK, ça s'arrête à je peux prouver quelque chose sans donner la data. Je peux prouver que je suis majeur sans donner mon âge, je peux prouver que j'ai plus de 10 000 balles sans donner mon compte en banque, et ça s'arrête à ça, tu vois. Là, tu me parles de preuves encore plus avancées. Alors, il y a deux composants dans les Zero Knowledge Proof. Il y a celui-là, donc cacher de la data, mais aussi prouver l'exécution d'une computation. Et c'est de là que vient la scalabilité. Par exemple, nous, les stars qu'on utilise, c'est pas pour la partie Zero Knowledge à proprement parler. C'est pour la partie scalabilité. C'est-à-dire que 1 million de transactions sur Starknet, par exemple, on génère une preuve, on l'envoie sur Ethereum. Ethereum sait qu'on les a vraiment exécutés sans avoir leur exécuté. Et il est exponentiellement plus rapide de vérifier la preuve que de réexécuter. C'est ça, le scaling, la scalabilité vient de ça. Mais tu as raison, il y a deux propriétés dans les Zero Knowledge Proof, mais tous les validity rollup, parce qu'on dit ZK rollup, mais on devrait dire validity rollup, ZK Sync, ZK VM, Starknet, Scroll, Linea, tout cela, ils utilisent pour la partie scalabilité. Le seul qui utilise en plus la partie Zero Knowledge, pour l'instant, c'est Aztec, qui est aussi oui, pour la privacy. Voilà, exactement. Ouais, mais la Zero Knowledge Proof, c'est aussi, principalement dans la blockchain aujourd'hui, utilisé pour la scalabilité. Parce que tu peux faire un gigamax de computation et avec des super machines, hein, des ordinateurs qui ont plusieurs téras de RAM, hein, plusieurs téras en RAM et plusieurs centaines de cœurs. Et ils ont une puissance démentielle, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et c'est là où c'est des fois paradoxal avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la blockchain. Parce que dans la blockchain, on peut pas faire ça. On peut pas faire confiance à un acteur qui a une super puissance. Parce que comment tu vérifies en exécutant. Donc tu dois avoir la même puissance de calcul que celui qui exécute. Mais avec la magie des Zero Knowledge Proof, tu peux faire confiance à un supercalculateur qui a 1 milliard de fois plus de puissance que toi si tu veux. Parce que, en vérifiant une preuve, la vérification de cette preuve, tu peux la faire sur une machine qui est pas puissante du tout, infiniment moins puissante que celui qui a fait la preuve. Et pour autant, tu as une preuve mathématique que le mec qui a fait le calcul, il n'a pas triché. Donc c'est pour ça que c'est magique. Et c'est ça les clés de scalabilité qui arrivent. Yes. Et là, tu vois, je me suis rendu sur Aldebit dans Upcoming Project et je découvre plein de trucs. Capix, je connais pas. C'est pas toi qui lances Capix? Bah, ça aurait pu, hein, c'est vrai que c'est ressemblant. Capix, non, on a quoi d'autre? Ça fait penser à Capet dans du X. Tu prépares pas des trucs? Ouais, Capet, bah, sur le réseau social X. Ouais. Sinon, Polygon Maiden. Maiden, dinguerie, enfin, pour être honnête, dinguerie, c'est vraiment stylé. Ok, on a Taiko aussi. C'est du Starknet dans l'approche, c'est-à-dire qu'ils sont pas VM compatibles, ils ont fait une VM spécifique comme Cairo. Felt, Troïd pourra t'en parler, il aime bien Maiden aussi. C'est pour moi c'est beaucoup plus un concurrent que la ZK VM de Polygon. Ouais. Ok, parce que c'est une intégration différente, langage différent, j'imagine aussi. Ouais, exactement. Ils ont la même approche que nous, c'est-à-dire qu'ils font une VM dédiée pour les stars. Ils utilisent des avec stars leur propre langage. Ouais, exactement. Très bien. Taiko, tu t'es intéressé ou pas? Taiko, c'est de l'EVM, hein. Ils essaient de faire du pur EVM comme Scroll. Pas chose de différenciateur, exactement, à part l'alignement Ethereum et Type 1 ZKVM. C'est pas suffisant, je trouve. Et apparemment, ça lève violent. Hein. J'ai un collègue qui connaît des gens. Ça m'étonne pas. Hein. Ça va aspirer du cash, là. Ouais, donc, il y a moyen qu'il y a du airdrop aussi, les gars. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos. Mais je sais qu'on a un tuto sur Coin Academy pour fermer les drops. Regardez tout ça sur Aldebit. Vous avez plein de layers. Les 3/4 vont avoir des jetons. Donc, et les 90% vont mourir aussi. Mais oui, on attend. Oui, mais ça, c'est normal. C'est le jeu. Ouais. Mais Capix, je connaissais pas. Et eux, ils se disent vraiment DeFi, tu vois. Les autres se disent Universal. Eux, ils se disent DeFi. Faudrait que je regarde. Tiens, on va regarder ensemble. Découverte.
découverte en temps réel. T'es sûr que tu veux t'infliger ça? Okay. Attends, alors déjà, vous l'avez pas, mais ils mettent une musique en fond, t'as envie de casser l'écran déjà, d'office. Sinon, building the incentive layer of Web3, ok. Là, ils nous mettent un truc avec des quêtes. Lancez votre jeton. Ok. Ensuite, c'est multi-chain. D'ailleurs, pourquoi Cosmos, un layer 2 sur Cosmos? Ouais, remarque, C-Network, c'est ce qu'ils font aussi. Hein. Tu t'étais intéressé un peu au layer 1 C-Network ou pas? Non, du tout, je connais pas du tout. C'est un Solana-like. Sur Cosmos, ils ont tweaké Thundermint et ils ont réduit le block time à 700 millisecondes en ayant une approche optimistique de la gestion des blocs. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que les blocs sont bons. Puis si jamais le bloc il part un peu en sucette, ils le refusent. Comme ça leur permet d'avoir un block time assez rapide. Tu vas sur Mintscan dans Heartbeat, voilà. C'est Network qui s'est lancé récemment. C'est la chaîne Cosmos la plus rapide en termes de finalité. D'accord. Voilà. Avec en deuxième position injective. Je connais pas du tout. Et ils font un layer 2 du coup. Enfin, ils font même des layer 2. Ils ont fait un layer 2 Solana qui s'appelle Nitro pour que les développeurs Solana puissent déployer leur code sur C. Voilà. Donc eux, ils disent sur Cosmos aussi, Capix, faire des produits dérivés. J'arrive pas trop à comprendre en fait leur volonté à eux. Ils parlent de communauté, de jetons. Ouais. Bon. Ouais, je vais pas perdre mon temps avec ça, j'avoue que ça me fait pas bander, tu vois. Ouais, en plus, dans 5 minutes, on peut parler d'un petit truc Poulos pour finir. Ouais, j'aimerais bien que tu me parles de Risk Zero et de Nil, surtout Risk Zero. Risk Zero, banger, direct, je te dis, c'est incroyable. Ils font quelque chose qui est assez fou, c'est-à-dire que ils rendent prouvable avec des zero knowledge proof à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont même fait une démo où ils renaient Linux de manière prouvable avec des ZK. C'est-à-dire qu'en gros... Ça, c'est Cartesi qui le fait. Ouais, je sais pas. En gros, ça veut dire que, tu vois, nous, par exemple, on a développé Cairo parce que pour rendre prouvable des programmes. Mais pour rendre prouvable ces programmes, les gens doivent écrire en Cairo. Eux, ils ont été un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont dit, vas-y, on va rendre possible de prouver des langages qui existent déjà, genre du Rust, etc. Donc, quelqu'un va écrire un programme en Rust comme il écrirait pour un programme Web 2, mais en plus, grâce à X0, il aurait la capacité de le prouver avec du ZK. Donc, c'est assez dingue. Pour être honnête, je m'attendais pas à ce que ça arrive avant 5 à 10 ans, cette capacité à prouver n'importe quoi avec des langages existants. Je suis très curieux de savoir l'overhead en termes de performance et de coût que ça a. Parce que forcément, il y a pas de magie dans le sens où plus tu fais des choses qui sont génériques, en général, moins elles sont performantes. Nous, on a pris le parti extrême de dire on fait un truc qui est spécialisé pour ça, pour qu'il soit optimisé pour générer des Spark Proof. Mais eux, ils ont l'approche opposée qui est de dire on peut rendre tout prouvable avec des Spark. Et du coup, il y a forcément un overhead en termes de performance ou de coût. Et c'est ça que je suis curieux de savoir. Parce que si c'est un ordre de magnitude différent, bon, ok, tu peux dire ça, ok, il y a une justification à faire du Cairo, etc. Mais par exemple, si dans l'absolu, j'invente un nombre, mais si on dit le coût c'est juste x2 ou 50%, bah là tu te dis peut-être qu'en fait je vais accepter ce coût et je vais utiliser des langages qui existent déjà, comme ça je peux utiliser des librairies du code déjà existant. Donc oui, je le dis, je suis très curieux de savoir l'overhead qu'ils ont en termes de performance. Tu connais Risk V? Enfin, Risk 5, pardon? Ouais. Ou ça te parle pas du tout? Ouais. Risk 5, on peut expliquer aux gens parce que je pense que ça, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ils open source les jeux d'instruction, si j'ai bien compris. C'est pas de l'ARM, c'est pas du x86 comme on a dans nos processeurs. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau jeu d'instruction qui est open source. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des processeurs open source pour venir concurrencer du Intel, du Apple, du AMD, etc. Et que après, comme c'est un nouveau jeu d'instruction, il faut réapprendre un petit peu à bosser avec côté hardware. Mais côté software, tu nous expliques que ça marche avec tous les langages de programmation. Tout, je sais pas, mais en tout cas, ça marche avec du WASM. Et comme il y a beaucoup de choses qui compilent sur du WASM, WASM, c'est du WebAssembly, pardon. C'est un format binaire qui est interopérable, qui marche sur plein d'architectures et de plateformes différentes. Et ça marche avec du WASM. Et comme il y a plein de langages qui compilent vers du WASM, donc je pense que techniquement, tout ce qui compile vers du WASM devrait marcher. Ouais. Zero Knowledge VM. Donc voilà, ils disent Rust first, et puis tous les langages compatibles risquent. Donc il faudrait aller sur le Wikipédia pour se faire une idée. Mais on sait déjà que Rust, ça marche, donc c'est déjà pas mal. Oui, Rust, c'est la vie. Et donc, quand il parle de ZK VM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tu peux exécuter quelque chose et le rendre prouvable. Ça voudrait dire, par exemple, tu pourrais builder un ZK Rollup avec ça, ou dans lequel tu pourrais exécuter du Rust directement. Donc, ça veut dire que tu pourrais faire un L2, mettons sur Ethereum,
dans lequel tu exécutes du Rust et qui va être prouvé et envoyé sur Ethereum. Tu vois. Donc c'est assez dingue en fait. Voilà. Bon. Ok, bah écoute, Abdel, en tout cas, merci. Tu vas bientôt pouvoir y aller. Je vais donner ton Twitter à l'écran pour ceux que ça intéresse. Je vous le laisse bien entendu en description. Ouais, je suis massively underfollowed, les gars, ça va pas, je dois être. Voilà. Non, mais venez, Donc, ça fait plaisir toujours de partager. c'est très technique. Ouais, je vais essayer de m'améliorer encore de plus en plus. Enfin, j'essaie toujours en permanence de m'améliorer sur la vulgarisation. Mais ouais, je vais reprendre un peu plus d'activité publique là, parce que ça part en couille pendant le bear market. Et à chaque fois que tu fais un tweet, quand tu poses des questions sur des sondages, des trucs prometteurs, il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer les cocos. Ouais. Donc voilà. Merci pour tout. Ah, j'adore. La Gogoon, elle est pas mal celle-là. Abdel nous a arrosé une avalanche d'infos. Elle est bonne celle-là. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai déjà croisé en vrai, ça te fait plaisir d'échanger avec toi un jour de Avalanche plus en détail. Avec grand plaisir. Gourou, pareil, on s'est jamais vu en vrai, mais on a parlé plein de fois en privé. Et réenvoyez vos messages si vous voulez, les copains, normalement ça va s'afficher. Oh non, l'enfoiré de Gourou qui dit spammez-le de IGLD. Mais sinon, voilà, je sais pas si ça va être sur la chaîne de Coin Academy ou ma chaîne perso Capet Crypto. Dans les deux cas, je vous mets les deux chaînes en description aussi pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un like pour soutenir. Ça fait vraiment plaisir, ça pousse dans l'algo. Laissez un petit commentaire. On a essayé de structurer. Donc, résumé de l'émission. On a parlé de quoi? On a parlé d'Ethereum, on a parlé de Starknet, on a parlé d'Avalanche, on a parlé de Cosmos. On a parlé de décentralisation, on a parlé d'alpha sur différents projets liés à la modularité. Donc au final, bon, on a fait un point sur Herodotus, Axiom, on n'a pas parlé de Succinct, mais ils font plus ou moins la même chose. Ce serait intéressant de comprendre leur business model d'ailleurs. Tout à l'heure, le collègue d'Herodotus qui nous a envoyé un message, si tu veux programmer une émission, c'est avec grand plaisir, franchement. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, c'était très technique. Mais j'y tenais absolument. On a une dernière question, Capet, si ça te dérange pas. Bien sûr. Quelle est la différence entre un ZK Rollup et un Validium? Dit comme ça, on dirait que c'est le début d'une blague, mais non. Alors, la différence entre un ZK Rollup et un Validium, c'est que le ZK Rollup, il publie ses données sur Ethereum et le Validium, il ne publie pas. Donc, typiquement, c'est la différence entre StarkEx et StarkNet. StarkEx, il fait ses transactions, par exemple, sur DYDX, mais les données ne sont pas envoyées sur Ethereum. Pour autant, ça reste sécurisé, etc. C'est juste qu'on n'envoie pas les données. StarkNet, c'est un ZK Rollup parce qu'il envoie les données sur Ethereum. Donc voilà, c'est la différence. Voilà. Je vous laisse dans le chat la chaîne Capet Crypto, la chaîne Coin Academy. Je vais voir comment je scale ça. Il faut que je fasse le point avec l'ami Picsou. En tout cas, toujours un plaisir de voir que ces contenus vous intéressent. Voilà, pas mal de contenus alpha qui arrivent, pas mal d'interviews aussi, il faut trouver le temps de le faire. Et un petit tournoi sur Counter-Strike aussi qui arrive en partenariat avec Ultra, ça fait plaisir. Et bientôt sur Counter-Strike 2 aussi, bien sûr. C'est juste que là, pour le moment, Counter-Strike 2 est en bêta. Donc on ne peut pas faire des serveurs optimisés au poil de fesses parce qu'en fait les commandes pour les admins elles sont limitées, contrairement à CS où ça fait 10 ans que le jeu existe, même 11 ans, et on peut faire de l'opti dans tous les sens. Encore une fois, merci Abdel. À très vite, comme d'habitude, pour parler de plein de trucs. Et passez une bonne journée, une bonne soirée tout le monde. Laissez un like. Ciao. Merci beaucoup. Salut tout le monde.